Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Donc déjà, excusez-nous d'avance, on fait un premier test avec cette nouvelle méthode, donc avec Skype. On enregistre directement par Skype. S'il y a des couacs, c'est pas de notre faute, ça sera de la faute de Skype. C'est jamais notre faute de toute façon, c'est jamais notre faute. Donc, donc on teste comme ça. On va voir ce que ça va donner, et puis vous nous ferez un retour en commentaire pour voir si vous aimez bien le format. Donc, on est là pour parler non pas de Skype, mais de l'UFC 288, qui va se voir opposer Aljamain Sterling versus Henry Cejudo, ou Cejudo, ça dépend si vous êtes espagnol ou Keno. Donc, ça va se passer dans la nuit du 6 au 7 mai, donc ce week-end, au Prudential Center à New Jersey. Et donc, c'est pour la ceinture des poids coqs. Donc, on a Aljamain Sterling qui est le détenteur actuel de la ceinture, et on a Henry Cejudo qui est l'ancien champion, qui va essayer de récupérer sa ceinture, donc qui revient après combien d'années d'absence? 3 ans? 3 ans, je crois. Ouais, après 3 ans d'absence. Donc voilà, il revient, il essaie de récupérer son titre, et on pense que de toute façon, son objectif, c'est ensuite d'aller chercher justement Volkanovski pour essayer d'être le triple champion en fait à l'UFC. Donc voilà, c'est un peu son objectif. Mais d'abord, il va falloir passer un des mecs les plus sous-cotés de l'UFC, qui est Aljamain Sterling. Ouais. Et oui, parce que cet homme-là est sous-coté, et c'est pas du tout justifié, parce qu'on a vu ce qu'il a pu faire. On a vu qu'il a battu 2 fois Petr Yan. Bon, la première, litigieux. Deuxième, surtout par rapport à ce premier combat, justement, qu'il est sous-coté. Ouais, mais même avant ça. Enfin, tu vois, il n'était jamais donné vainqueur contre Yann. Enfin, tu vois, les gens disaient qu'il n'avait pas sa place à la ceinture à cette époque-là. Donc, Ouais, et pour le coup, ils avaient raison. Parce que le premier combat, il est totalement dominé. Jusqu'à ce coup de genou, il est totalement dominé. ouais, c'est vrai. Mais il s'est révélé par la suite. Encore un qui, le fait d'être champion, l'a transcendé après. Mais enfin, quoique, non, parce que quand tu regardes ce qu'il faisait on est en train de faire une digression. On n'a même pas commencé le podcast, qu'on est déjà en train de digresser. Donc, ce qu'il avait fait contre Corey Sandhagen, où il prend le dos en 2 secondes et il l'étrangle, tu vois, Ouais. techniquement, c'était magnifique. Donc voilà. Bon, commençons, une fois n'est pas coutume, par le Tale of the Tape. Alors, et honneur au champion avec Sterling. Donc Sterling, c'est 1m70 pour une allonge d'1m80,3. 22 victoires, 3 KO, 8 soumissions, 10 décisions et 1 other. Donc ça, c'est Petr Yan, coup de genou dans la tête, alors qu'il était au sol. Et 3 défaites, 1 KO, 2 décisions. Cejudo, c'est 1m63, donc beaucoup plus petit, mais bon, c'est pas quelque chose qui le gêne en général. Une allonge d'1m62,6, 16 victoires, 8 KO, 8 décisions, 2 défaites, 1 KO, 1 décision. Donc le KO, c'était contre Demetrius Johnson, et la décision, ça remonte à bien plus loin. Donc trop loin pour... Je l'ai vu en plus, je l'ai lu. Oui, Bref. mais trop loin pour que ça soit intéressant d'en parler aujourd'hui. Donc effectivement, beaucoup plus petit que Sterling, mais c'est pas quelque chose qui lui pose problème, parce que, pour rappel, il a affronté, je crois que c'était son dernier combat d'ailleurs, Dominick Cruz. Dominick Cruz. Dernier combat qu'il a fait. Et Dominick Cruz, c'est 1m73 en taille et 1m73 d'allonge. Donc une taille et une allonge plus. Alors, non, l'allonge n'est pas plus grande que celle de Sterling, mais par contre, il était plus grand que Sterling, pardon. Ouais, après, lui, il vient de la caté d'en dessous, donc Oui. donc c'est logique qu'il affronte des mecs plus grands. Et déjà, dans la caté du dessous, il est pas grand. Et déjà dans la caté du dessous, mais déjà dans la caté du dessous, personne n'était grand. Donc, Ouais, moi, ce qui me fait toujours rire dans cette caté, c'est quand tu vois l'arbitre qui est à côté. C'est géant. c'est un géant en général. Donc voilà. Bon, commençons comme d'habitude par la boxe. Donc, et honneur au champion avec Sterling. Donc Sterling, c'est une boxe qui est en volume, parce qu'il envoie beaucoup de volume sur ses frappes, et qui est typique du MMA. C'est-à-dire que c'est pas une boxe qui est codifiée, c'est pas une boxe qui est carrée, c'est une boxe qui est comment dire, il y a rien de péjoratif là-dedans, mais qui va justement être surprenante. C'est-à-dire que tu envoies des enchaînements un peu farfelus, on va dire, de temps en temps. Ça va être une garde qui va être beaucoup plus ouverte, beaucoup plus basse, ou les bras beaucoup plus en avant. Donc, et une boxe qui est adaptée en fait d'une part à la lutte, et aussi aux petits gants.
tout simplement. On sent que c'est quelqu'un, on sait de toute façon quand quelqu'un a découvert la boxe avec le MMA, ça se ressent par rapport à un boxeur, on l'a déjà dit, mais par rapport à un boxeur d'essence, tu vois, de nature, qui a fait ses écoles et ses classes en boxe, on voit quand c'est quelqu'un qui a commencé à boxer avec le MMA parce que c'est, comment dire, c'est vraiment une boxe Un style à atypique, part. ouais, un style à part. Donc, et d'ailleurs, ce que je veux dire après, c'est typique aussi des boxeurs type MMA. Ils changent constamment de garde. Donc, en fonction de ses déplacements, parce qu'ils se déplacent énormément aussi, et ils se déplacent de façon circulaire. C'est-à-dire que c'est pas avant-arrière, c'est pas du in and out, mais vraiment, il parcourt la cage à droite, à gauche, à droite, à gauche. On sent qu'il essaye de sortir de l'axe, en fait, en se déplaçant constamment et en brouillant les cartes grâce à ça. Il est très complet. Dans les deux gardes, il utilise très bien sa main avant. Alors, quand il est en gaucher, il l'utilise pour garder à distance et contenir le jab de l'adversaire. Donc, ça, c'est aussi typique de quand on boxe en gaucher, puisqu'on se retrouve avec la main droite, donc face à la main gauche de l'adversaire. On parle de face à quelqu'un, bien sûr, qui serait en boxeur orthodoxe, c'est-à-dire qui serait en droitier. Donc, et on peut venir comme ça checker avec la main droite le jab de l'adversaire pour pouvoir prendre ses marques et puis gêner complètement et pour pouvoir envoyer après direct son poing arrière ou sa jambe arrière directement. Donc, ça, c'est quand il est en gaucher. Et quand il est en droitier, il l'utilise énormément pour jabber. Donc, il envoie beaucoup de jabs avec sa main gauche. Donc, voilà. Et il l'utilise aussi pour gifler ou chasser la main arrière de l'adversaire. Donc, enfin, ça, c'est quand il se protège, en fait. C'est vraiment quand l'adversaire se protège, il chasse la main de l'adversaire pour pouvoir frapper dedans. Donc, ça, c'est vraiment style utilisé, même en boxe. Hein, on sait que Lomachenko fait ça. Enfin, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est très efficace. Donc c'est parfaitement fait. En fait, quand il gifle aussi, c'est pas forcément pour gifler, mais c'est Pour surtout enlever la garde. pour enlever la garde, exactement. Il chasse la garde de l'adversaire. Donc ça, c'est plutôt intelligent. Euh, donc voilà, il a de très bonnes jambes. Ça, c'est quelque chose qui est très caractéristique chez lui, c'est qu'il a d'excellentes jambes. Tout D'ailleurs, elles niveau. sont longilines. Comment? Il kick à tout niveau en plus. Ouais, il kick à tout niveau. Et ce qu'il fait parfaitement bien aussi, c'est mettre des front kicks qui ont beaucoup gêné Petroyan d'ailleurs. Ces front kicks, ils sont très efficaces pour garder la distance. C'est quelque chose aussi qui va être, je pense, bien d'utiliser face à justement Cejudo, puisque forcément il est plus petit. Donc le garder à distance, surtout venant de quelqu'un, on en parlera après. Mais Cejudo, c'est quelqu'un qui fonce sur son adversaire, qui a distance longue et qui va rentrer en fait d'un point de vue, enfin c'est explosif en fait quand il rentre sur son adversaire. Il Donc le casse fait la de, distance rapidement. Donc, ouais. ouais, donc le fait de lui mettre les Ça front et kicks. les genoux. Les genoux, c'est une super arme contre lui. Il utilise bien ses genoux. Il fait Oui, beaucoup de genoux sautés aussi. il fait beaucoup de genoux Pour sautés. casser Bah la ça va avec distance. son côté atypique, ouais. Ouais. Exactement. Donc c'est très bien. Il envoie ici énormément de low kicks. Donc et encore, il envoie énormément de low kicks. Il envoie de très bons low kicks, mais il les exploite pas assez. C'est pas suffisant de la manière dont il exploite les low kicks parce ils sont très puissants. Ils sont variés puisqu'il les envoie avec jambe avant, jambe arrière. Mais c'est vrai qu'il pourrait un peu plus casser les appuis de son adversaire avec ces low kicks là. Surtout que contre Cerudo, c'est intéressant les low kicks. On en parlera après quand on fera Cerudo, mais il les prend tous. Alors, il les prend tous, mais en même temps, ouais, on en parlera après. Parce qu'il les bloque d'une manière, j'aime bien, moi, sa manière, en fait, la manière dont il accompagne les low kicks. Et ça, c'est quelque chose que j'ai noté, moi. Pardon, excusez-moi. J'avais une petite tache sur l'œil, ça me gênait. Euh, et donc ça me. Comment dire? Il a une façon bien à lui d'accompagner les low kicks et c'est vraiment quelque chose qui est à noter. Donc on le verra tout à l'heure. Mais en tout cas, effectivement, toi tu penses au combat contre Moraes Ouais, mais même contre Demetrius, hein. et même contre Dimitrios. Ouais, c'est vrai. Donc, C'est ça a vrai qu'il en failli prend être beaucoup. fatidique, hein, les premiers calf kicks qu'il prend quand son pied il se coince là. Tu sais, quand son nerf il se coince et que Oui. son pied il se retrouve bloqué. Ouais, mais c'était un peu particulier hein, quand même. Hein. Je sais pas, même les commentateurs c'était pas à ce moment-là, tu sais, ils comprennent pas vraiment ce qui s'est passé. Pourquoi son pied se bloque comme ça? Pourquoi il se. C'est sur le calf kick, hein. Ouais, sur le Parce calf qu'après, kick, oui. on l'a revu après dans d'autres combats, hein. Il y avait eu plein de combats qui avaient enchaîné comme ça. Même Connor, c'est ce qu'il a eu. Je sais plus si c'est Connor ou à un moment quelqu'un se bloque le pied. Il me semble que c'est Connor. Ouais.
Je sais On plus. avait Je sais revu plus. ça. Peu de temps après, on avait revu ça. Bon, bah alors là, si c'est Connor, c'est pas peu de temps. C'est il y a peu de temps. Ouais, ouais. Ouais, il mériterait de plus ses exploiter. Comme il a beaucoup d'allonge, je t'en parlais, il fait beaucoup de genoux, effectivement, et il fait beaucoup de coudes aussi. Parce que ça, on le répète souvent, en fait, le fait d'avoir des longs segments, ça permet de pouvoir, on en parlait avec John Jones aussi, d'envoyer des coudes et être toujours à une distance longue. C'est-à-dire que, disons que un Aljamain Sterling qui envoie un coude, c'est un Cerudo qui envoie un point. Donc, Ouais, c'est j'exagère un ça. petit peu, mais c'est un peu ça. Donc, ce qui fait que tu peux te permettre d'envoyer tes coudes et d'envoyer tes genoux tout en gardant de la distance et donc en étant en sécurité. Et en utilisant, toi, une arme qui est tranchante, qui fait mal, qui pique et qui peut ouvrir tout en gardant cette distance de sécurité et pouvant t'échapper plus facilement, on va dire. Ouais. Et en plus, c'est une bonne arme pour lui parce qu'il a pas vraiment de punch, hein. Donc un coude, Non, ça fera. Je pense que s'il frappe avec le coude, ça fera plus de dégâts que s'il frappe avec le poing. Donc ouais, autant utiliser ses coudes. je suis d'accord. Après, il prend pas beaucoup de coups. Ça, c'est vraiment quelque chose, même contre Petroyan, qui est un excellent boxeur, voire un des meilleurs boxeurs de la catégorie. Il prend pas beaucoup de coups et c'est dû à ses déplacements. C'est dû au fait qu'il a aussi beaucoup plus d'allonge que ses adversaires. Donc, ce qui fait que quand il touche, forcément, il est déjà hors de portée de ses adversaires. Et puis, il vient bien aussi checker avec ses mains, on l'a dit tout à l'heure, hein. Ce qui fait que comme il bloque les coups en amont, et ben, ça lui permet de mieux défendre, en fait, de pas être dans le blocage en fait où on est collé, tu sais, où tu as les poings collés au visage, où là tu as une chance sur deux que ça passe quoi. Quand tu viens bloquer beaucoup plus loin, forcément bah tu minimises la chance de prendre une frappe. Et il est Donc dur à boxer parce qu'en plus, il mixe beaucoup avec la lutte. Donc tu sais jamais quand vraiment envoyer. Tu vois, c'est un mec qui, même s'il réussit pas forcément à s'amener, il va tenter d'amener. Donc t'oses jamais vraiment envoyer pleine balle. ouais, ouais, c'est vrai. Donc ouais, d'ailleurs c'est ce qui fait sa force, hein. C'est aussi le côté voilà imprévisible, hein, comme on disait, Mm. boxe MMA où vraiment il vient mixer avec la lutte, effectivement. Donc c'est pas mal. Par contre attention parce qu'il a tendance à faire des coups de pied, enfin des coups retournés en fait, tout simplement, mais il expose vraiment son dos à ce moment-là. Donc on avait vu dans le premier combat Petroyan qui avait beaucoup exploité ça. En fait, qui passait vraiment, qui avançait en fait dans l'attaque de Sterling et ce qui lui permettait de passer dans le dos et prendre le contrôle. Là, un Cerudo qui est on en parlera tout à l'heure, mais un excellent analyste, c'est quelqu'un qui forcément aura vu ça et s'il s'amuse à faire ses comment dire ses coups retournés avec l'explosivité de Cerudo et avec sa technique en lutte, je pense que c'est quelque chose qu'il pourrait exploiter. Donc il va falloir qu'il soit quand même assez vigilant à ce niveau-là. Ouais, oui. Après, je sais pas si ça pourrait. En fait, je vois pas en quoi ça pourrait servir Cerudo. Ok, il va lui prendre le dos, il va l'amener, mais en fait, il craint pas le sol. C'est pour ça aussi qu'il se permet de faire ça, tu vois. Oui, non, mais tu crains pas le sol quand tu es contre. Ouais, tu crains pas, enfin, il craint pas le sol, mais après, pas craindre le sol, ça veut pas dire que c'est pas dangereux, quoi. Tu vois, parce que Cerudo, bon, on en parlera après, mais ça fait beaucoup, on en parlera après. Euh, on en parlera après, mais même au sol, il est très dangereux. Il est très dangereux, même si il va pas être dangereux sur des soumissions ou ce genre de choses, mais il va être très dangereux sur des contrôles et sur du grand end pound. Ouais, Donc il ouais. faut faire très attention parce qu'on a vu, même s'il est dangereux au sol, Sterling contre Yann, par exemple, il n'y a pas eu de véritablement de danger, hein. Quelqu'un qui gère bien le grand end pound, qui sait quand il faut rentrer, qui sait quand il faut sortir et qui se déplace correctement, bah, forcément, bah oui, effectivement, tu crains pas, effectivement, tu sais que tu vas pas te faire soumettre, mais c'est pas pour ça que toi tu seras dangereux à proprement dit. Ouais, c'est vrai. Ouais. Donc il faut faire attention parce que en fait, c'est du temps de contrôle, c'est des points marqués avec les frappes. Donc c'est là quand je parle de ça, c'est plus si on va chercher une décision, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ou là, que tout le temps où il sera contrôlé au sol, il pourra pas se relever, ou il pourra peut-être pas forcément soumettre. Bah c'est du temps perdu, c'est des points perdus et c'est des rounds perdus surtout. Donc faut être vigilant à ce niveau-là. Euh, Après, c'était flagrant contre Petroyan dans le premier combat. Ça a été moins dans le deuxième. Il a moins fait de coups de poing, justement, et je pense il a compris ça. Dans ce contre Petroyan 2, il fait beaucoup moins de coups retournés.
façon, il y a une réadaptation claire contre Peter Yan 2. Ouais, Déjà, il envoie beaucoup moins de coups. oui, Sur le premier combat, il a son style habituel où il a un gros débit. Et sur le deuxième combat, il y a beaucoup moins de coups. ouais, c'est vrai. Et même contre Dillashaw, de toute façon. Bon, Dillashaw, après le combat, il a été prématurément stoppé parce qu'il y a eu l'histoire de l'épaule. Mais quand tu vois les premiers échanges en boxe, tu sens que de la même manière, il est, il a beaucoup plus cadré sa boxe. Il est Ouais, beaucoup plus, comment dire, ouais, beaucoup plus réfléchi. Tu sens qu'il a pris de l'expérience. Tu vois, il il rentre dans combat ce, comme un champion, quoi. exactement, ce que j'allais dire. Mm. Il combat comme un champion. C'est-à-dire qu'il a vraiment fait ce truc où comme un champion, justement, il gère ses combats. Et c'est pour ça qu'en fait, les champions deviennent forts, en fait, en général. Enfin, en tout cas, deviennent forts. Il y a vraiment ce côté aussi maximisation du niveau quand tu deviens champion. C'est parce qu'en fait, tu réfléchis différemment. Tu n'es plus dans la course au titre, en fait. Tu es dans la gestion du titre. Donc Ouais. forcément, tu dois changer ta manière de On pas le combattre. combat de la même manière. Ouais. Ouais. Donc, des fois, ça peut te rendre beaucoup plus efficace. Le fait de freiner, de freiner un peu les chevaux, tu vois, ça peut te permettre d'être plus efficace, de prendre beaucoup moins de risques. Donc ça change un peu ta manière de combattre, effectivement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur la boxe de Monsieur Sterling? Non, on peut passer à Cerudo. Alors, Cerudo, tu vois, avant, on en parlait avant de faire l'analyse, je m'attendais à beaucoup plus de choses à dire Ouais, sur sa ouais, boxe. moi aussi. Ouais. Mais au final, pas tant que ça. Alors, ça veut pas dire que sa boxe, elle est pas efficace, hein. Elle est très efficace, mais, euh, mais elle est pas impressionnante. Mais par contre, il y a des petits points de détail qui sont pas mal. Enfin, En fait, c'est tu subtil. sens vraiment qu'il a mis du temps à trouver son style. Tu le vois à partir de sa première défaite contre Demetrius. Après, il enchaîne une deuxième défaite et après, il enchaîne une série de victoires et tu sens qu'il y a plein de réadaptations à ce moment-là. Ouais, Il s'est trouvé en fait, il a tout trouvé. Il a trouvé la distance, il a trouvé sa garde, il a tout trouvé. oui, oui, oui. Alors, oui, il a trouvé sa garde parce que c'est vrai qu'il avait tendance à. Bah, il se cherchait en fait. Il y a des fois où il était en gaucher, des fois il était en droitier, quoi. Là maintenant, il est beaucoup plus en droitier, même s'il peut switcher de temps en temps. Et il Mais switch quand même. oui, il switch, mais il est quand même plus régulièrement en droitier. Donc, il s'installe plus en droitier qu'en gaucher. Donc, mais il est capable de le faire. De toute façon, comme il a boxé en gaucher pendant longtemps, il est capable de le faire. Déjà, il faut noter il a une garde de karatéka. Ouais. Donc, On garde de regarde, karatéka, il est très loin, il est il très est, il bas. est, ouais. Effectivement, c'est, comment dire, il est maître. Moi, j'ai marqué qu'il était maître de la distance. Tu vois? C'est-à-dire que même si c'est lui le plus petit, c'est lui qui décide de la distance. Et en fait, il me fait penser un petit peu à Chandler. Tu sais? Même si c'est pas les mêmes aptitudes, parce que Chandler est beaucoup plus explosif, mais une garde de karatéka où en fait Chandler est souvent plus petit que ses adversaires, et pourtant c'est lui qui est complètement hors de portée. Ben, tu vois ce que je veux dire? Qui se met Intelligent. volontairement. Donc, euh, donc il se met en distance longue, et en fait il a deux manières de faire. Soit c'est lui qui va choisir de casser la distance pour lancer ses attaques. Donc, soit il laisse venir son adversaire Je et pense il le. qu'il préfère ça. Moi, Oui, j'ai noté ces deux façons de faire. Et en fait, ouais, lui, à choisir, je pense qu'il préfère contrer. Il préfère laisser le mec rentrer et contrer avec ses crochets. Mais quand il n'a pas le choix, il va rentrer. Et c'est là où je le trouve un peu moins bon, tu vois. Mais bon, quand il faut le faire, il le fait, tu vois. oui, il sait faire les deux. Et je suis d'accord avec toi, c'est ce que j'ai noté aussi. Il est beaucoup plus à l'aise quand l'adversaire avance sur lui. Mais avant même les crochets, en fait, dans les deux cas, il utilise énormément ses low kicks, surtout au début. Enfin, son low kick jambe arrière, surtout. C'est-à-dire que, encore une fois, il l'utilise de deux manières. Soit s'il décide d'attaquer, surtout dans le premier round. En fait, dans le premier round, souvent, il utilise ses low kicks. Après, il utilise son anglaise. Tu vois, il y a vraiment deux steps dans sa façon de combattre. Donc, il commence avec ses low kicks, mais il envoie jamais le low kick seul. C'est-à-dire, il va feinter avec ses poings, il va avancer. Souvent, il va envoyer une feinte bras avant, bras arrière, et puis il va envoyer son low kick. Donc ça, c'est quand c'est en attaque. Si c'est alors, il va varier soit low kick, de temps en temps, il envoie aussi la kick. Ça peut lui arriver. Et si l'adversaire, il avance, en fait, ce qui est très fort chez lui, c'est qu'il a un sens du timing où il vient marteler la jambe de l'adversaire quand il prend son appui dans son avancée. Tu vois, c'est vraiment quand il est là et qu'il avance et qu'il met son appui
en place, donc avec sa jambe avant, c'est là qu'il vient et qu'il envoie son low kick En fait, qui est dévastateur. ça va avec la distance qu'il impose. Le mec, il doit casser la distance, donc lui, il a un temps de réaction plus grande, tu vois. Il le voit arriver. Exactement. Et puis surtout, comme il est plus petit que ses adversaires, bah forcément, lui, quand il frappe, ça va beaucoup plus vite. Puisque de toute façon, son levier, sa jambe, elle est tellement plus petite que forcément, quand il envoie, c'est beaucoup plus court, c'est beaucoup plus rapide. Donc, il a toujours un temps d'avance sur son adversaire à ce niveau-là. Donc il frappe très fort. Après, je suis pas sûr que ça soit le genre de mec qui serait capable de te tétaniser la jambe. Ah, je Tu vois, sais il pas, frappe. hein. Franchement, il a fait mal à Dominique Cruz, justement, sur le dernier combat. Ouais, il lui a Tu fait. sens qu'il lui a fait mal sur les low kicks. Ouais, ouais, mais parce qu'il en a pris plein. Tu vois, c'est la multitude de low kicks. Mais tu vois, quand je le vois kicker, j'ai pas l'impression de sentir un gros kicker. C'est-à-dire que effectivement, il fait mal, mais parce qu'il en envoie énormément. Parce que Dominique Cruz, il a pris énormément de low kick, que ce soit Oui. quand il attaquait, quand il avançait, ou quand Cerudo avançait, ou quand Dominique Cruz avançait. Tu vois, à chaque fois, il était puni par un low kick. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Donc oui, c'est vrai que au bout d'un moment, ça fait mal. De toute façon, toute personne qui prend des low kicks à répétition, ça fait mal. Mais Oui, oui, il va pas te vu la casser les jambes sur deux, trois low kicks. c'est ça, parce que vu l'énergie qu'il met dans ses low kicks, vu l'envie et surtout le fait que comme il les met dans le bon timing, ils sont pas du tout bloqués, voire même la douleur normalement devrait être maximisée du fait que Dominique Cruz il est vraiment sur son appui, sur son avancée. Normalement, il aurait dû l'obliger au moins à minima, l'obliger à changer de garde. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui n'est pas forcément le cas. Donc il lui a fait mal, mais je suis pas sûr qu'il soit très puissant sur ce type de frappe. Par contre, ça score, et par contre, ça psychologiquement, tu prends un petit ascendant psychologique en fait. Parce que tu sais, tu es concentré là-dessus. Vraiment, tu es concentré sur le fait que tu vas prendre un low kick à chaque fois. Donc, et c'est là où il est intelligent parce que après, il passe dans la deuxième phase de sa boxe où là, il va sortir les points. En fait, il te focalise ton esprit sur les jambes pour que derrière, il puisse monter en toute sécurité et avec plus de réussite. Donc, c'est plutôt pas mal fait, c'est bien pensé. C'est vraiment bien pensé. Et donc, quand il envoie ses frappes de points à ce niveau-là, en fait, c'est de la même manière. En fait, il va fonctionner un peu de la même manière. C'est-à-dire que soit il est dans le contre, je le disais tout à l'heure avec les crochets, soit il est dans l'attaque où il va rentrer très fort. Donc, il va pas rentrer avec son bras avant. Son bras avant, il Non, c'est l'utilise que bon. très peu. Ouais, c'est son bras Il arrière. a raison, c'est intelligent, hein. Il est petit, jabber, pourquoi faire? De toute façon, à Oui, la distance qu'il est, ça sert à rien. oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Qu'est-ce que je veux dire? Bah, en fait, ça dépend. C'est marrant parce que jabber, pourquoi faire? S'il est en garde de gaucher, il va jabber quand même. Mais il va jabber avec son point droit. Je pense que c'est même au-delà de la taille, c'est parce qu'il a conscience que son point droit est plus puissant que son point gauche. Donc avec son point gauche, il va venir, il va plus feinter. Souvent, il feinte. Tu sais, il envoie, mais il fait juste un petit, il déplie même pas quoi. C'est vraiment histoire de masquer la frappe. Et derrière, il va envoyer soit son cross, donc son cross du point, donc point arrière en direct, soit son crochet. Et après, derrière, il peut très bien sortir son point gauche ou pas. C'est-à-dire que souvent, il va sortir deux fois le point droit. C'est-à-dire, il va envoyer le crochet, uppercut. Tu vois, soit il va venir à la collision et puis après il va renvoyer l'uppercut. Mais il Ouais. va s'utiliser à 90%, il utilise son point arrière. Sa main gauche, donc sa main avant, elle va plus lui servir à checker le point de l'adversaire ou alors à masquer en fait la vue. C'est-à-dire que il va tendre le bras, il va masquer la vue de l'adversaire pour mieux pouvoir envoyer son point arrière. Donc c'est plutôt pas mal fait, hein. Un qui l'a fait là, si on fait une corrélation avec la boxe anglaise, Davis contre Garcia. Davis l'a beaucoup fait justement contre Garcia. Comme il est plus petit, justement, il venait mettre le point avant son gant devant la Ouais, tête de déjà, ouais. Garcia. Voilà, soit pour l'obliger à déclencher, en fait, soit pour masquer lui son attaque. Parce que vu que il envoie justement son overhand ou son crochet, il fait comme beaucoup de boxeurs petits, c'est-à-dire il va envoyer sa frappe et il va se pencher directement.
pour que l'attaque passe au-dessus de sa tête. Donc ça, il le fait quand il attaque, mais il le fait aussi en défense. Tu vois, et c'est ce que faisait Davis contre Garcia aussi, c'est-à-dire que quand il mettait le poing sur le visage de Garcia, Garcia envoyait son crochet, derrière, il avait juste à descendre, et puis donc une fois que c'était esquivé, il pouvait rentrer dans sa phase lui d'attaque. Tu vois, c'est super bien fait, c'est très intelligent, parce qu'il a cette faculté à descendre sur ses appuis de toute façon très bas pour laisser passer des frappes, que ce soit les frappes de poing ou que ce soit les frappes de jambes. C'est le début de la fin contre Dillashaw, quand il a combattu contre Dillashaw, c'est comme ça que ça vient, si tu regardes bien. C'est-à-dire que il vient, Dillashaw, il envoie sa frappe, lui, il descend sur ses appuis, la frappe de Dillashaw, elle passe par-dessus sa tête, il le pousse derrière, Oui, après. et voilà, c'est ça. Et vu qu'en fait, il est Ah, dans le déséquilibre franchement, de sa ce frappe, combat, je le compte même pas. Ce combat, je le compte même pas. Dillashaw, il était squelettique. Il a fait un cutting qui aurait pu le tuer, le mec. c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai. Mais en tout cas, techniquement, même si on le compte pas, techniquement, c'est propre. Tu vois, parce Oui, que effectivement, quand il l'a poussé comme si c'était un enfant. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, ce qui fait qu'il y a autant de réussite aussi dans le fait qu'il le pousse de cette manière-là, c'est que derrière, il est dans le bon déséquilibre. C'est-à-dire qu'il est dans le déséquilibre de sa frappe qu'il n'a pas touché. Tu mhm. vois, et comme il passe en dessous, la frappe, elle passe et il n'a plus qu'à le pousser derrière. Tu vois, avant qu'il puisse se remettre dans sa base, dans sa structure avec sa garde, il le pousse et derrière, après, il n'a plus qu'à finaliser et puis aller le chercher et envoyer son grand pump. Donc, donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal fait. Et un Sterling, qui envoie beaucoup de frappes, qui est beaucoup plus grand, beaucoup de frappes circulaires, lui aussi, c'est quelque chose qui peut jouer. Et je pense qu'il va chercher à casser la distance comme ça en descendant en dessous les frappes de Sterling. Tu sais, Ouais. pour pouvoir. Mais Sterling, il est dur à lire. Sterling, tu peux prendre un genou, tu peux prendre un front kick, tu peux prendre. Donc là Moi, aussi, c'est c'est ce qui me fait compliqué. peur. Voilà, moi, c'est ce qui me fait peur dans ce combat-là. Je veux pas en parler tout de suite parce que Ouais. c'est au niveau de la lutte Oui, où vraiment aussi. Mais je pense que j'ai noté la même chose que toi, on verra. Mais je pense qu'on a vu la même chose sur le combattant de toute façon. Ouais. Je pense qu'on a regardé les mêmes combats aussi. Donc, donc voilà. Non, attends, Euh, on revient sur les low kicks. oui. Parce que tu devais me dire ce que tu as noté sur sa défense de low kick. Ah, c'est Rudo. Ah, j'allais en parler après, mais si tu veux, je peux en parler maintenant. Effectivement. En fait, sa défense de low kick, tu sais, tu vois l'éducatif de lutte où donc t'es bas sur tes appuis et tu simules quelqu'un qui viendrait essayer de te choper le single leg et où tu poses ta main au sol et t'envoies ta jambe derrière en scorpion. Et ben en fait, quand tu regardes bien, c'est comme ça qu'il bloque les low kicks. En En fait, fait, il décolle sa jambe, quoi. il décolle sa jambe. C'est-à-dire que il l'enlève comme si on venait le chercher en single leg. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et c'est plutôt pas mal parce qu'il l'envoie très loin derrière. Alors effectivement, il prend la frappe. Mais ça lui permet d'accompagner parfaitement bien le low kick. Ce qui fait que Ok. quand tu vois le combat contre Moraes, par Parce que exemple, Moraes, normalement, avec tout ce qu'il prend, là, il a plus de jambes, hein. mais exactement. Mais je pense que ce qu'il sauve, c'est cette défense de low kick. Tu vois, c'est le fait d'envoyer sa jambe très loin derrière comme ça. Et il le fait systématiquement, à chaque fois. Donc oui, il ne les défend pas de manière académique, c'est-à-dire qu'il ne vient pas le checker, mais je pense que quand tu checkes ton low kick de toute façon de cette manière-là, enfin quand tu checkes un low kick normalement, tu le prends quand même. Tu vois, ça fait quand même mal, que ça soit au tibia, que ça soit enfin, tu sais, à la cuisse si tu viens le contrer pour ensuite rentrer. Mais par contre, quand tu fais ça et que tu envoies ta jambe en arrière comme ça, en fait, finalement, tu te retrouves avec un low kick qui te prend en bout de course. Et j'ai l'impression que c'est ça qui fait qui lui permet justement de ne pas avoir la douleur trop prononcée sur les low kicks qu'il prend. Parce que effectivement, normalement, il passe pas le round. Ben, tu vois, Surtout que Moraes, il kick fort. Pour le coup, là, tu parlais des mecs qui kick fort. Bah, Moraes, il kick fort. ouais. Et je pense que c'est ça qui le sauve. Et ces années de lutte qui, je pense, lui ont mis cette manière un peu hybride en fait de venir bloquer les low kicks. Et je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal parce qu'en plus, il envoie sa jambe en arrière et dès qu'elle se repose, il peut repartir à l'attaque. Tu vois? Ouais. Ah, mais il les prend quand même, hein. Mais de toute façon, quand tu check un low kick, tu le prends quand même. Ah, mais ça va avec sa posture, de toute façon. On sait qu'une posture de karatéka, c'est le point faible, c'est les low kicks. Oui. Mais c'est comme s'il avait corrigé ce point faible-là en checkant de cette manière-là. Ouais. Tu vois? Hmm. Et je trouve ça plutôt pas mal. Je trouve ça plutôt pas mal. Bah pour rester sur les low kicks, donc on disait qu'il envoyait des low kicks et des high kicks alors que sa jambe arrière. Sa jambe avant, il l'utilise beaucoup moins.
beaucoup moins, tout comme son point avant de toute façon. Il va l'utiliser essentiellement quand il va avancer sur l'adversaire, tu sais, où il va marcher. C'est-à-dire qu'il va Mm. shifter de garde et il va envoyer après sa jambe, donc avant devient jambe arrière et il va pouvoir envoyer sa jambe. Souvent en middle. Alors là, ça sera ni low kick ni high kick, c'est souvent des middle. Donc voilà, c'est le seul moment où il utilise sa jambe avant. On va dire que ses armes avant, c'est pas ce qu'il préfère le plus. D'ailleurs, c'est étonnant parce que souvent les lutteurs, ceux qui ont une vraie base de lutteurs, boxent en garde de gaucher. En garde de gaucher, pourquoi? Parce qu'ils se retrouvent en fait dans la garde qui est de droitier d'un lutteur, entre guillemets. Mhm. Et donc c'est pour ça qu'ils font ça. S'ils se mettent en gaucher, c'est pour, enfin quand ils arrivent en lutte, ils vont shifter de garde, tu vois. Et lui, en fait, tu te rends compte que non, il a vraiment décidé de se mettre en droitier là maintenant et peu importe en fait qu'il lutte ou pas, comme il shoot pas forcément. Enfin, tu vois, c'est pas un lutteur qui Ouais. va shooter en MMA, donc ça lui pose aucun problème en fait finalement de rester dans cette garde de droitier. Et il a compris que comme son point droit était très efficace, bah, eh ben, il s'est mis dans cette garde de gaucher. Ah ouais. Ouais, c'est vraiment ça. Euh, Qu'est-ce que je pourrais rajouter, enfin sur la Au niveau de sa défense, il prend pas beaucoup de frappes lui non plus au visage, hein. Il a une bonne défense, hein. Ah, là, par contre, voilà, c'est là où on va pas être d'accord. Je trouve qu'il en prend beaucoup Ah ouais? ouais. Je Alors, trouve pas il y qu'il a, se fasse toucher clean, tu vois. sur les crochets, oui, il se fait beaucoup toucher. Il y a Il un prend moment, il y a plus que, Moraes qui le touche bien. ouais. En Et de fait, souvenir, j'ai pas quelqu'un d'autre qui le touche clean, clean, hein. sur sa défense, en fait, pareil, sa main gauche lui sert à rien. Il va bloquer avec sa main droite, où il va chasser, en fait, directement, sur les directs. Tu vois, il va chasser le direct qui va arriver pour envoyer. Là, il va envoyer, par exemple, son crochet gauche. Tu vois. Donc ça, Oui, c'est de quelque toute façon, chose. il a sa série de 2 crochets quand le mec rentre. Il Ouais. balance les 2 crochets. C'est ça. Donc c'est vraiment ça, où il va chasser en fait avec la main droite et il va envoyer crochet gauche, crochet droit. Donc ça, c'est son truc, effectivement. Par contre, quand il est proche de l'adversaire, il prend quand même pas mal de crochets. Quand il décide d'aller à la bagarre, justement, il bloque pas. Maintenant, avant qu'il décide d'aller à la bagarre, effectivement, il va bien descendre, il va laisser passer les frappes et tout ça. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Effectivement, il a une forte capacité à esquiver les frappes. Il a une forte capacité à les bloquer, surtout quand il est en distance longue. Mais par contre, dès que ça va à la bagarre, je trouve qu'il prend beaucoup de crochets. Mais c'est juste que, comme tout lutteur, il a tellement un coup fort que il bronche pas. Hein, tu vois ce que je veux dire? Mais ça m'inquiète quand même un petit peu. Ça m'inquiète quand même un petit peu parce que pas bouger, effectivement, quand tu prends des crochets, ça va. Par contre, quand il va prendre des coups de genou ou ce genre de choses, parce qu'il a tendance à baisser la tête, là, c'est Là, là ouais. où ça devient dangereux. C'est là où ça devient dangereux. Et effectivement, contre un Sterling, je pense qu'il peut se faire toucher au menton avec le genou, avec sa Mais façon même au de corps, battre. hein. Même au corps, hein. Parce que le TKO qu'il prend, le premier, bon, ça date, mais Contre contre Jones. Demetrius, c'est un genou au corps. Oui, Et Moraes aussi, il le touche bien au corps à un moment sur une entrée en lutte. En fait, dans sa manière de rentrer, on en parlera, il s'expose. il s'expose beaucoup, effectivement. Et tu vois, c'est ces moments-là où je trouve que sa défense, elle est un peu poreuse. Tu vois, c'est là où je trouve qu'il y a un danger. Donc sur les crochets et effectivement sur les genoux, tu vois, les genoux qui peuvent venir, qui peuvent rentrer en collision. Sur les genoux, je suis Donc, euh, d'accord, ouais. donc voilà. Sinon, ce qu'il fait très bien, lui, par contre, on parle de genoux, effectivement, il a d'excellents genoux, vraiment. Que ça soit en réaction, c'est-à-dire que quand l'adversaire juste baisse la tête, il a le genou qui monte très très vite, mais même au clinch. On sent que de toute façon, le clinch box tie, avec justement ses contrôles de lutteur, il sait parfaitement où tirer la nuque, où tirer la tête. Et on l'a vu contre Moraes, quand il vient saisir, il est dévastateur. Après, Moraes, c'était quelqu'un qui faisait un peu plus sa taille. Donc c'était plus facile d'aller le chercher. Ah, mais Mais, euh, c'était quand même un morceau, hein. mais c'était quand même un morceau. Mais tu sens que quand il te tient, tu as du mal à sortir ta tête. Tu vois. Et les coups de genou qu'il met, ils sont quand même, ils sont durs. Ils sont vraiment durs. Donc, c'est une arme qu'il a énormément. Enfin, qui est très efficace chez lui. Et l'autre arme qui est très efficace chez lui aussi, c'est ses uppercuts. Il a Ouais. d'excellents uppercuts. Donc c'est plutôt pas mal. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il s'adapte dans le combat. C'est-à-dire sa boxe, elle peut varier dans le combat. C'est-à-dire qu'il sent quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas
et qu'il va falloir faire une Abandonne, adaptation. il va faire autre chose. Et par Exactement. contre, quand il trouve ce qui fonctionne, il le lâche plus. Quand il trouve ce qui fonctionne, il le lâche plus. Ouais, c'est vrai, exactement. C'est vraiment ce truc où L'adaptation en plein combat, ça me fait penser à. Si on te dit ça, tu penses à quel combat? Un mec qui s'adapte en plein combat. Je sais pas si tu vas y penser, mais Stipe contre Cormier, avec les frappes au corps. oui, Tu vois, oui, magnifique. ouais, ouais. Le mec est en galère, c'est serré, et il trouve le truc, il trouve que ça marche, et il lâche plus. Et il finit comme ça. Et Ouais. bah, Cerudo, c'est vraiment ce genre de profil-là. Oui, il a un excellent fight IQ, c'est un excellent analyste, on en parlera tout à l'heure. Mais effectivement, il a cette capacité à sentir, à essayer de trouver la faille qui va lui permettre de passer la seconde et d'aller chercher la fin du combat. Et en boxe. Parce que ça fait partie de ces gens, justement, qui luttent, enfin, les champions olympiques de lutte, hein. Et pourtant, c'est pas la lutte qui va vraiment être prépondérante dans ces combats. C'est plutôt un boxeur, on va dire. Quand tu le regardes combattre, il fait plutôt des combats de boxe que des combats de lutte. Oui, surtout sur ses Là, sur derniers la fin. combats. Voilà ce que j'allais dire. Sur la fin, c'est vraiment ça. Donc, euh, donc voilà. Euh, Dernière chose Ouais. que je verrais, c'est qu'il a pas peur de partir à la bagarre. Vraiment, c'est pas quelqu'un qui craint la bagarre. Tu vois, il Non, peut, il après, peut, il peut salir un ouais, combat. oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais intelligemment. En fait, s'il juge que c'est la meilleure option, il le fera. Oui, oui, oui. Mais c'est surtout qu'il sait, en fait, quand est-ce que c'est le moment de finir, de passer la seconde. On en parlait tout à l'heure. Il a ce truc où quand il est soit dominé, soit quand il sait qu'il y a quelque chose qui va le gêner dans la suite de son combat ou qui peut le stopper dans la suite de son combat, exemple, la coupure qu'il a contre Dominique Cruz, Il prend il le sait choc de à ce tête, moment-là, il y a la voilà, coupure, et ouais, juste après, il accélère. oui, mais il accélère dans le but de finir. C'est vraiment Mais ça. même contre Moraes, hein, il sent que sur le premier round, il se fait savate. Ouais, Franchement, les low kicks, même s'il les accompagne, il va pas faire 5 rounds comme ça. Donc il se dit, il faut que je réagisse. Il réagit tout de suite, il avance. Il avance, il salit le combat, il rentre à la bagarre. ouais, 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 Et je il suis le d'accord. fait craquer, il le fait craquer mentalement. C'est plus Ouais. mentalement qu'il craque Moraes au début, hein. Oui, c'est mentalement qu'il craque. Effectivement, tu vois dans ses yeux qu'il est perdu à un moment. Il passe Le mec, il veut tout de envoyer parce que pré-monter Moraes, à cette époque-là, c'est le mec, ça va tout le monde. Il met Ouais, des KO de ouf. ouais. Ouais, sauf que là, il est tombé sur un os. Un petit os. Un Donc, petit os. un osselet. Il y a une dernière chose qu'on n'a pas dit aussi, c'est que Cerudo, il est très fort pour cadrer ses adversaires, pour les coller à la cage. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure qu'il était maître de la distance, mais il est aussi maître de sa position dans la cage. C'est De que, mettre de la pression. ouais, Il met une pression de ouf, mais sans déclencher forcément, tu vois. Alors, non. avec ses kicks, mais ouais, il te met une grosse pression. Mais il te met une grosse pression, mais pas forcément pour te coller à la cage. Non. Il lutte pas forcément à la cage, Cerudo. Ah non, c'est pour te mettre dos à la cage. Ouais. En fait, c'est pas pour te coller à la cage, mais c'est pour te mettre dos à la Non, cage. mais en tant que lutteur, on pourrait se dire, il veut te faire reculer pour venir te contrôler à la cage, mais non. Non, 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 il bah, te met à la comme on a dit, pression. hein. Comme on a dit, de toute façon, dans son profil, c'est pas forcément la lutte qui caractérise sa carrière MMA, mais plus sa boxe. Mais en tout cas, il veut te mettre dos à la cage. Contre Dominique Cruz, par exemple, c'était flagrant. On sait que Dominique Cruz, il a un footwork de dingue, qui se déplace à la perfection. Le fait qu'il vienne et qu'il le mette dos à la cage, bah, ça l'a gêné en fait dans son footwork et ça lui a permis en fait d'être plus efficace sur sa boxe et surtout de faire en sorte, bah, c'est ce qui crée le début de la fin, hein, c'est que sous la pression, en fait, il oblige l'adversaire limite à shooter. Tu sais, c'est marrant hein, parce que il y a beaucoup d'adversaires qui shootent sur Henri Cejudo, alors que bah, c'est un lutteur olympique, c'est un champion olympique de lutte. Mais c'est la pression qu'il met en fait sur sa boxe qui oblige, même sans KO, parce que souvent c'est quand on commence à être touché, à être KO, qu'on shoot un peu de manière un peu désespérée. Et en fait, quand Mm. on regarde bien avec ses judos, c'est la pression qu'il te met qui fait que, et le fait qu'il lutte pas énormément. Et en plus de ça, on va en parler dans 2 secondes là, mais dans sa lutte, il n'a pas forcément une réussite extraordinaire.
ce qui te met en confiance, et derrière, tu as plus tendance à aller essayer de le shooter. Et en fait, c'est quand il est descendu, alors je sais pas s'il voulait shooter ou si c'est juste, il a, tu sais, parce que tu sais, Dominique Cruz, il a tendance à Ouais, il a faire des des mouvements. mouvements de tête et tout ça. Et c'est là où, en fait, là où un middle allait monter, ou un high kick ou un middle allait monter, il a pris de genou, en fait, directement. Et c'est le début de la fin, à ce moment-là. Mais c'est C'est la sous la fin. pression, hein, C'est la fin même. c'est la, oui, c'est la fin. C'est vrai. Mais c'est sous la pression, en fait, de Cerudo qui prend ce coup de genou, quoi. Donc c'est lui qui lui donne, en fait, qui lui donne la possibilité de le mettre. C'est pas Cerudo qui va le chercher, mais c'est plutôt un contre chanceux, on va dire. Parce qu'il y a un peu les planètes se sont alignées, hein, sur celui-là, hein, sur ce coup-là. Donc voilà. J'ai rien d'autre à ajouter sur sa boxe, mais tu vois, c'est c'est quand même quelque chose. Voilà, c'est pas extraordinaire. Par contre, on sent que c'est carré, on sent que c'est efficace, on sent que c'est réfléchi, que c'est travaillé, que c'est adapté. Tu vois, C'est c'est adaptable en plus. C'est ce qu'on disait, c'est adaptable. adaptable. Il Ouais. peut faire ouais, il peut changer en plein milieu. Il fait juste ce qu'il Ouais. faut. Il fait juste ce qu'il faut. Donc, ouais, vas-y, pour ce combat, qui tu choisis? L'avantage, Ouais, quel avantage? c'est compliqué. Mais je le donne quand même à Sterling. Je le donne à Sterling parce que je pense que même au niveau du gabarit, il aura l'avantage. Je Ah pense oui, que ses coups font plus mal. Donc je lui donne l'avantage, ouais. Et je pense que les armes qu'il utilise peuvent vraiment gêner Cerudo, s'il les utilise bien. ouais, peut-être. Euh, Ouais, moi j'aurais tendance aussi à lui donner mais léger avantage. Léger avantage parce que Cerudo il peut s'adapter et il peut trouver la faille dans la boxe de Sterling. C'est-à-dire que je vois Sterling en fait au début dominer et je vois si ça dure un Cerudo s'adapter et à trouver des solutions. Je Ouais, mettrais c'est un possible. 50-50 moi. Je vois bien un début Ah de ouais, combat c'est pas Sterling grave. et un fin de combat Cerudo. Ouais. J'ai du mal à trouver sur ce combat-là qui va dominer sur ce domaine-là. Donc bon, à voir. La lutte. Alors, en lutte, Monsieur Sterling. Donc, il shoot souvent en single leg. Donc, Quasi exclusivement. quasi exclusivement, mais c'est plus pour se rapprocher de son adversaire. En fait, c'est pas forcément pour le single, c'est plus pour avoir un début de saisie qui va lui permettre après de venir être capitalisé. Surtout, ce qu'il espère, c'est que l'adversaire tourne le dos pour sortir du single leg pour ensuite aller le chercher. En fait, il a très longs bras, il a de très longs segments, et donc ça lui cherche, enfin, ça lui permet de venir saisir la jambe beaucoup plus facilement. Et après, derrière, il va être dans le chain wrestling, en fait. Il va aller chercher à suivre l'action directement quand l'adversaire va tenter de fuir. Exemple Petr Yan 2, hein, sur le deuxième round ou sur la fuite de Yan, il va venir, il va l'amener au sol et derrière, il va lui prendre le dos. Parce que ça soit en lutte ou que ça soit au sol, de toute façon, il n'a qu'un chemin qui lui plaît et qui lui va, c'est le chemin du dos. Après, derrière, une fois qu'il l'a, il peut passer de la monte au dos et revenir et tout ça et faire des transitions. Mais vraiment, ce qu'il veut, c'est aller derrière l'adversaire, aller le ceinturer. Euh, Il y arrive. Il y arrive et, quasiment tout le temps. et il y arrive quasiment tout le temps à chaque combat. Et surtout, là, depuis justement contre Petroyan 2, où juste avant, il s'était fait opérer des cervicales, parce que il avait une grosse hernie cervicale, ce qui faisait que ça l'empêchait de lutter, parce que il avait des douleurs, il avait des fourmillements dans les doigts, même des picotements. Enfin bon, c'était très handicapant. Depuis que ce problème-là, il est réglé, tu sens qu'il a plus du tout de retenue sur sa lutte, et tu vois vraiment une différence entre Petroyan 1 et Petroyan 2. Tu Oui. vois. Donc, Ouais, euh, ça. donc là, vraiment, il est beaucoup Même au plus niveau du à l'aise. physique, hein. Je pense que Même, ça, l'opération, ça lui a permis de reprendre des entraînements physiques beaucoup plus durs. Et tu vois, là, le physique de monstre qu'il a, c'est ouf. ouais, à chaque combat, c'est le mec qui est très, très, très prêt et très affûté physiquement, effectivement. Enfin, affûté et massif, quoi. C'est Oui, vraiment surtout pour cette KT, très, hein. très massif. Mais c'est vraiment un truc du moment, hein. Quand tu regardes là, que tu prends Leon Edwards, que tu prends Sterling, tu prends tous ces combattants-là, tu sens que il y a vraiment un Là, le physique, il accent prend un pas qui est de fait ouf sur le. sur. Ouais.
Ah ouais. Et c'est encore plus impressionnant dans ces KT-là, parce que le mec pèse 61 kilos. Hors de la cage, il doit être à 80 facile. Ouais, ouais, effectivement. Mais franchement, ouais, c'est vrai que là, tu vois, j'ai vu encore une photo de lui il y a pas longtemps là, sur sa prépa de ce combat-là. Et effectivement, il est massif. Il est vraiment massif. Donc, euh, alors pareil, lui, on a dit qu'il cherchait le dos de son adversaire, mais en fait, il sait être très opportuniste sur les techniques. C'est-à-dire qu'il peut faire encore une fois des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. On se souvient contre Petroyan dans le premier combat où il était parti en ciseaux suite à une saisie de la jambe. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça. En fait, il est tellement à l'aise, on en parlait tout à l'heure, il est tellement à l'aise au sol et tellement confiant que ça peut lui permettre, il peut se permettre en tout cas de faire des techniques un peu pareil, à la volée, un peu hasardeuse, mais qui en deviennent efficaces parce qu'il les fait avec conviction. En fait, tout est efficace quand on le fait avec conviction. Et lui, il fait tout avec conviction. Donc, pour le coup, c'est plutôt intéressant de voir un lutteur comme ça, tu vois, qui va te sortir des choses qui sont pas très académiques, quoi. Ouais, mais parce que si, c'est un lutteur, lui. Oui, 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 c'est un oui, lutteur de base, vous parlez. c'est un lutteur de base, ouais. Ouais. C'est un lutteur de base qui s'est mis au jiu-jitsu brésilien aussi en parallèle et je crois qu'il a Gracie Barra aussi. Je veux pas dire de bêtises. Chez Renzo Gracie. Chez Gracie l'ancienne Barra. équipe d'Amer. Ouais. Donc oui, il est très très fort. Bah, d'ailleurs, les ciseaux, hein, de toute façon, on sait que les ciseaux, ça amène à la clé de talon. Donc, euh, donc pour le coup, effectivement, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. En termes de défense de lutte, par contre, il est pas, je le trouve pas forcément super bon. Je me souviens contre Petroyan 1 où il se faisait beaucoup amener. Enfin, dès qu'il est dominé sur la phase de lutte, il est pas Ouais. forcément extraordinaire. Après, est-ce qu'il n'est pas extraordinaire ou est-ce que c'est pas comme toutes les personnes qui sont forts au sol où forcément, en fait, tu t'en fous de défendre la Ouais, lutte c'est puisque ça, tu en sais que fait. de toute façon, tu seras dans ton domaine derrière. Tu laisses ton adversaire t'emmener dans le domaine qui te convient. C'est ça, en fait. Moi, je pense que c'est ça. C'est comme Ouais. tous les mecs qui sont forts sur le dos, qui s'en foutent un peu. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Donc, pas grand-chose à dire sur cette lutte parce Non, non, que il a son schéma habituel, single leg. ouais. Euh, à l'ouvert, hein. Il travaille pas à la cage. Enfin, il peut le faire, mais il shoot essentiellement à l'ouvert. Et comme tu as dit, après, selon la défense de l'adversaire, il cherche le dos. Ouais. C'est son chemin. En tout cas, Et il voilà, son répète, chemin. il répète, il répète, il répète. Je sais pas, par contre, sur ça, tu vois, il est infatigable. Il peut tenter, 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 tenter. Ouais, Beaucoup de volume. De toute façon, on l'a dit tout à l'heure, hein, sa boxe et sa lutte sont liées. Elles s'entremêlent et c'est vraiment quelque chose qui se fait parfaitement bien. Tellement bien qu'il fait partie de ces combattants où c'est très dur de lire le moment où il va partir en boxe ou le moment où il va partir en lutte, tout simplement. Donc ce qui maximise encore la réussite de sa lutte. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'appel. Il va être en train de boxer, puis d'un coup, ça va descendre. Donc, ça ne veut pas dire que ça peut pas être bloqué, hein. Petroyan, il a fait d'excellents sprawls sur, quand même, même dans le deuxième combat, hein, il a énormément sprawlé. Donc, il peut être contré, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais par contre, c'est vrai que bon, t'as pas d'éléments déclencheurs qui peuvent te faire comprendre qu'il va descendre. C'est vraiment ça. C'est une lutte qui est très naturelle, vraiment ouais, très naturelle. Cerudo? Cerudo. Donc Cerudo, bon bah lui on l'a dit tout à l'heure, hein, champion olympique de lutte. Bon bah voilà, ça y est, j'arrête là. J'arrête mes notes. Non, non, il faut en parler. Il faut en parler. Le Non, champion non, il faut en olympique parler. ne veut pas dire, bon, c'est un excellent lutteur, hein, mais on l'a vu avec des mecs comme Romero. Tu vois, encore faut-il savoir l'adapter sa lutte au MMA. Oui, Pour moi, Romero n'est pas un excellent lutteur en MMA, tu vois. Et Cerudo est un excellent lutteur, mais c'est pas. en Je MMA, c'est m'attendais pas à plus forcément en fait. exactement. Mais parce qu'en fait en lutte, il faut comprendre que quand tu t'intéresses un peu à la lutte et que tu regardes en fait les lutteurs dans leur combat, la plupart des techniques qu'ils font sont basées sur la réaction du lutteur qui sera en face. Tu vois, c'est de Mmh. l'action-réaction. Je C'est de viens, l'action je réaction. tire la nuque, l'adversaire se redresse, je pars dans ce. Et je l'ai vécu, tu sais, on en a parlé. Je suis allé à la Z-Team la semaine dernière, on a travaillé la lutte mercredi dernier. On n'avait pas cours à l'AFC, donc voilà. Et je travaillais la lutte avec quelqu'un, on travaillait sur le fait de partir en duck under.
Tu vois. Donc duck under, c'est-à-dire que je fais une action action-réaction sur mon adversaire. Je venais là pour le coup, je tirais la nuque, tu sais, pour qu'il se redresse, et quand il se redressait, je passais en dessous pour ensuite venir chercher le double leg. Tu vois. Donc ça fonctionne quand l'adversaire, quand tu tires la nuque, il cherche à se redresser. À se redresser, S'il se ouais. redresse pas, bah forcément, en fait, comme il reste très bas, bah pour passer en dessous, c'est pas possible. Tu vois, ou on va dire que c'est pas Non, possible. c'est pas Faut faire autre possible. chose. Voilà. Et donc, comme mon partenaire ne le faisait pas, enfin, même, je lui ai dit, donc, il y a de temps en temps, il se redressait, donc, je passais, et là, c'était merveilleux, à quel point ça passait très bien. Mais tant que l'adversaire, le partenaire ne se redressait pas, et ben, j'étais en galère parce qu'en fait, je me retrouvais un peu bloqué sur mon amener. Donc, ces techniques de lutte fonctionnent parce que tu as la réaction qui a été, en fait, l'action et la réaction est travaillée depuis toujours chez le lutteur. Tu vois. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu le vois quand quelqu'un juste fait un petit appel, il fait un sprawl de malade, tu sais, à 18 km, et tu sais, il revient tout de suite sur ses appuis. Tu le vois, Cerudo, dans ses combats, où dès que tu le déclenches un petit peu, tu sais, il a tendance à surexagérer le sprawl. Mais ça, c'est valable pour tous les lutteurs, en fait. Ils sont tellement, euh, comment dire, c'est tellement mécanique, cette manière de faire, que derrière, en fait, ils réfléchissent même plus. Le moindre appel, boum, le mec, il est déjà parti, il est déjà très loin. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que dans le MMA, les lutteurs qui sont de vrais lutteurs comme ça, avec un excellent niveau, sont d'excellents lutteurs avec un excellent niveau, effectivement pour la lutte. Et pour le MMA, comme les réactions ne sont pas les mêmes, bah forcément, ils ont peut-être du mal à transposer. Là où quelqu'un qui aurait commencé la lutte pour le MMA, ou même pour le grappling, pour le jiu-jitsu brésilien, où le niveau de lutte n'est pas le même, bah forcément, tu fais des adaptations autres. Ta lutte, elle est différente. Ouais. Le meilleur exemple, c'est Georges Saint-Pierre. Oui, On l'a vu lutter des très gros lutteurs et les dominer en lutte. oui, oui, oui. Ouais. Donc, parce que lui, il luttait avec les lutteurs olympiques du Canada, mais avec un objectif MMA, en fait, tout simplement. Donc, c'est-à-dire que sa lutte, elle était complètement dédiée au MMA. Donc, forcément, c'était facile. Et il n'avait pas un milliard de techniques. Il faisait pas un milliard de techniques, quand tu Non, regardes bien. il shootait, le timing, double leg, enfin, C'est ça. Donc, alors, lutteur olympique, quand même, ça lui confère une défense qui est exceptionnelle, forcément. Donc, que ça soit pour le sprawl, j'en parlais il y a 2 secondes, éclair, ou sa manière de stopper en over-under les attaques de l'adversaire. En fait, dès que l'adversaire songe même à descendre dans les jambes ou à venir le saisir, il est déjà en défense. Même si tu pars vite, il sait très bien rentrer les bras, il sait très ouais. bien comment se positionner. Même son équilibre, tu sais, quand tu le prends single, tu vois, Oui, c'est compliqué et en plus, tu sens que s'il tombe, il rebondit direct. Le stabiliser, c'est quasi impossible. oui, mais on le voit parce qu'il y a certains, même il y a eu des moments où il a pris des low kicks où il est tombé, ou tu sais, ou même sur ses frappes, il est tombé. Dès que sa fesse touche le sol, il est déjà debout. Ouais. Ouais, c'est vraiment, c'est vraiment éclair, quoi. C'est vraiment extraordinaire là-dessus. Et puis comme il est petit, de toute façon, ça rebondit encore plus vite. Enfin, tu vois, il est encore debout encore plus vite. Mais c'est vrai, la distance à parcourir, elle est plus petite. Oh putain, je fais pas du d'homme de petite taille aux phobies. Je sais pas si ça existe. Il doit y avoir un nom pour ça. C'est pas pour ça, mais c'est un fait. Ah ouais, c'est ancré dans sa tête, tu vois? Il touche le sol, il rebondit. Oui. Donc voilà. Et moi, pour moi, Non, il est c'est pour presque sa impossible à défense. amener au sol. Ouais, il est Ouais, presque voilà. impossible à amener au sol. Donc c'est pour ça que j'entendais certaines personnes qui disaient oui, Sterling, il a ce truc où comme il mixe bien avec sa boxe, avec son, tu vois, dans le MMA, et qui shoot énormément, pourquoi pas en fait amener Cerudo au sol ou même lui prendre le dos. J'ai quand même du mal à le croire parce que même prendre le dos dans sa défense, quand tu regardes bien, euh, il a jamais montré une manière de défendre où il donnait le dos. Ça arrive avec certains lutteurs, mais pas chez Cerudo. Jamais il a donné son dos. Non, c'est compliqué. Après, si, il y a des phases peut-être avec Demetrius Johnson, où il y a un moment, il se retrouve sur le dos, ça dure une demi-seconde, hein. Ça dure une demi-seconde. Ça dure Mais une Dimitrios demi-seconde. Johnson, attention, parce que Dimitrios Oui, Johnson, c'est-à-dire que quand tu regardes le mec en termes de lutte, Dimitrios Johnson, c'est un des meilleurs lutteurs de l'UFC all-time. C'est-à-dire que quand tu regardes bien, il même rivalise quasiment en lutte avec lui, hein. avec Cerudo, bien sûr, Ouais. quand Cerudo l'amène au sol,
tu vois qu'à chaque fois, dans ces scrambles, il est exceptionnel. Il arrive, il se relève tout de suite, il arrive à tourner. Et en plus, il a des aptitudes physiques qui sont extraordinaires, c'est Dimitri Johnson. Donc pour le coup, oui, c'est le seul qui a pu lui poser véritablement de problème à ce niveau-là. Tu vois, qui a rivalisé avec lui. Mais parce qu'un Dimitri Johnson, tu vois, comme je dis souvent, tu sais, t'as la petite fée des sports de combat qui s'est mis au-dessus de son berceau. Et le mec, enfin, je suis presque persuadé que s'il avait fait une carrière en lutte, il aurait été dans le top. Je suis sûr il aurait fait une carrière en boxe, il aurait été dans le top. Comme là, il est dans le MMA, il est dans le top. Enfin, tu vois, le mec maîtrisait tous les aspects. Le sol, la lutte, C'est la un boxe, génie. c'est un génie. Il fait partie des GOAT. Ce qui l'empêche d'être le GOAT absolu, c'est parce que c'est sa catégorie. C'est ça, Et ouais. tu prends Dimitri Johnson, tu le mets en 84 ou en 77 kilos, il peut être le GOAT. Même en 71. Tu vois, il peut être le GOAT. Donc, techniquement, sur ce qu'il a fait dans sa carrière et ce qu'il Oui, continue à faire aujourd'hui. clairement. Mais oui, tu le mets dans une caté plus élevée, il fait la même chose, il est dans la discussion grandement du GOAT. Tu vois. Mhm. De Donc toute voilà. façon, niveau stats, Cerudo, c'est le mec qui a été le moins contrôlé. Oui, Et à l'inverse, Sterling, c'est le mec qui a le plus de temps de contrôle. oui. Ouais. Ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est super intéressant pour ce combat. Mais ce combat, il est vraiment, vraiment très intéressant, hein, de toute façon. De toute Euh, façon, tu as vu les cotes, hein. Les cotes, c'est ex aequo, hein, les cotes de Paris, hein. ah ouais? Non, j'ai pas Ouais, fait ex attention. aequo. Ah putain, ouais, tu vois. Mais ça me choque pas, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur le côté boxe, où je te dis, je suis incapable de dire lequel va prendre l'ascendant sur l'autre. Ça me Ouais. choque pas plus que ça. En termes d'attaque, donc il y a deux choses qu'il fait le plus souvent. La première, c'est d'essayer de saisir les jambes, saisir les kicks. Et c'est là où on va pouvoir parler des problèmes qui peut se passer avec ça. C'est que ces saisies, elles sont un peu hasardeuses et surtout, souvent, il prend la frappe avant la saisie, surtout sur les coups de genou. Je sais plus sur qui c'est, où il prend le coup de genou pleine barre enfin, en pleine poitrine et derrière, il saisit la jambe et il arrache l'adversaire pour le faire chuter. Ça te parle ou pas? Je sais plus si c'est contre Cruz ou si c'est contre Moraes. Il me semble que c'est contre Moraes. Ouais. Parce qu'en tout cas, je sais que contre Moraes, il prend un genou qui m'avait marqué, je l'ai noté pleine poitrine, Et ben, justement sur ça, là, sur le fait de vouloir saisir la jambe. et Mais ben tu c'est sais, ça. quand il Il fait l'emmène saisir, derrière. il ouvre Ouais. les bras pour prendre la jambe, mais il le prend pleine balle. Ouais. Donc, soit il essaye de saisir ça, soit il essaye de saisir les low kicks. Donc, euh, Ouais. donc vraiment, t'as ce truc ouais, où il y a un risque à ce niveau-là. Enfin, moi, je sais que c'est un jeu qui est très dangereux auquel il joue et il le fait très souvent. Et franchement, quand tu vois les front kicks et les genoux de Sterling, je suis pas sûr que ça soit quelque chose sur lequel ils doivent vraiment, vraiment compter sur sa lutte en tout cas. Je pense pas qu'il devrait s'entêter à faire ça avec Sterling parce que ça risque d'être très, très dangereux, vraiment pour le coup. Donc soit il fait ça et il n'a pas forcément en plus un taux de réussite énorme avec ça en saisissant les jambes. Parce que Il a pas un taux de réussite énorme avec tout, en fait, hein. mais parce Mais que après, le truc, c'est que j'ai même pas l'impression que quand il tente une amenée, il attente à 100%. et voilà, c'est exactement ce que j'allais te dire, c'est que de toute façon, j'ai pas l'impression qu'il tente à 100%. Parce C'est que ça, tu regardes bien, quand il décide d'amener, par contre, il amène. il amène. Quand il décide. Mais même Demetrius, hein. À un moment, il veut scorer le round, il veut l'amener, il l'amène. Oui, et il choisit de changer sa manière de faire, c'est-à-dire, bon, je vais en parler après, mais là, je vais en parler maintenant. C'est-à-dire qu'il voit que les amenés qu'il a l'habitude de faire ne fonctionnent pas, donc ce qu'il fait, c'est qu'il va le ceinturer, passer derrière, et Mhm. de derrière, il va venir et il va chercher à l'amener avec plus de contrôle, parce que le fait d'avoir la ceinture arrière, quand il va l'amener, il va forcément le contrôler beaucoup plus que quand tu viens et qu'il fait son amené habituel, c'est-à-dire en over-under, où il vient mettre son crochet à l'intérieur, tu sais, Ouais. où il rentre son pied, sa jambe à l'intérieur pour Ça, c'est son crocheter. spécial, ça. Voilà, c'est exactement ça qu'il fait parfaitement bien, où il va tomber dans la garde de l'adversaire, sauf que le contrôle, il n'est pas énorme derrière. Et quand tu as un Dimitrios Johnson qui lui, réagit parfaitement bien, forcément, bah, sur toutes ces amenées-là, que ce soit sur une saisie de jambe où tu vas l'amener, où il va lui partir en scramble direct, ou sur ce crochetage-là, derrière, il va se relever tout de suite, tu vois, directement, soit mettre un crochet tout de suite dans la chute et venir soulever un peu ses rouleaux pour se relever, ou quoi que ce soit. Donc, il a fallu qu'il change sa manière de faire, et c'est facile pour lui de le faire. Et c'est là où tu vois dans ce combat-là que c'est très facile quand il décide de t'amener. Et ben il a dit OK, je te ceinture.
Sauf qu'au lieu de faire ça, boum, il est passé derrière et il l'a amené. Tu vois. C'est vraiment comme si, tu sais, il était blasé feignant, tu vois. Blasé feignant de sa lutte. Ouais, j'ai pas envie de lutter, en fait, je préfère boxer. Mm. Et s'il a envie, il le fait très bien. Après, pour revenir à Dimitrius Johnson et aux défenses, enfin, dans cette KT-là aussi, l'explosivité de cette KT, elle est extraordinaire. Ah ouais, Tu c'est vois, clair. c'est une explosivité que tu retrouveras jamais dans la KT, justement, dans cette KT-là, dans la catégorie des coqs. Ouais, mais c'est quand même explosif, hein. Non, d'accord, mais c'est le jour et la Ça reste nuit. des petites KT et physiquement, il y a un monde d'écart, hein. Non, mais on est Honnêtement. d'accord. Mais en termes d'explosivité, tu sens que c'est le jour et la nuit. Dimitri Johnson, Oui, non, c'est Johnson. mec, c'est une pile. C'est Et une lui pile. particulièrement. Oui, en Alors, plus de ça. toute la KT, mais lui encore plus. Mais oui. Donc, tu sens quand même qu'il y a un monde entre l'explosivité de cette KT et celle justement de Starling. Donc, ça, c'était juste une parenthèse, mais parce que ça me revenait à ce moment-là. Mais c'est vrai que c'est à noter, quoi. C'est-à-dire que tu peux pas comparer en lutte les réactions que tu as dans la KT, comme dans la KT de Dimitrius et dans la KT de Sterling. C'est pas la même chose. Euh, donc voilà. Et donc, effectivement, cette amenée au sol, elle est parfaite, là, celle où il vient crocheter, dans le sens où derrière, il se retrouve dans la garde de son adversaire et il peut commencer son action de grande impact. En Mm. fait, t'as un bon contrôle hein, aussi quand tu fais ça. Et tu prends peu de risques parce que tu peux pas vraiment te faire contrer quand tu l'as fait très bien. Donc, euh, donc c'est pas mal. En tout cas, son efficacité en lutte, elle est quand il est au contact, quand il est au clinch. Oui, je suis d'accord. C'est pas un mec qui va shooter à distance. Alors, il peut le faire, hein. Bien sûr qu'il peut le faire. Mais c'est pas là qu'il a le meilleur pourcentage de réussite. Non, parce qu'il y a plus de lecture, tu vois, il a moins de contrôle. Donc, enfin, plus de lecture de l'adversaire pour contrer, je veux dire. Il y a moins de contrôle. Donc, effectivement, il décide d'aller ceinturer. Over-under en général, hein. C'est l'over-under et boum, il passe parce que l'over-under l'amène bien, ce crochetage-là. C'est-à-dire que tu viens le bras du dessus, c'est pas de ce côté-là où tu vas attaquer, c'est le bras du dessous. Tu vas tirer en circulaire ton adversaire, ce qui va faire avancer sa jambe. Et quand tu fais avancer sa jambe, c'est là où tu descends et tu viens faire un mouvement circulaire pour vraiment l'amener et tomber dans sa garde. Comme il est petit, en plus, il descend beaucoup plus vite. Donc forcément, c'est très intéressant pour lui de faire cette amenée-là. Donc ouais, non, c'est pour ça qu'il le fait. Après, quand il est à la cage, souvent il met le double under pour le coup. Et puis voilà, mais c'est juste du contrôle. C'est du contrôle ou alors il va mettre la pression aussi beaucoup, tu sais, beaucoup de pression avec son épaule, tu sais, où il va piquer sur son adversaire. Mais bon, c'est rare. Ouais, il va pas forcément tenter, il va pas tenter de lutter. Il va envoyer quelques genoux et Ouais, il va casser la distance. ouais, c'est vraiment ça. Donc voilà. T'as quelque chose à rajouter Non, pour ce combat? Moi, j'ai mis Cerudo. je mets Cerudo, ouais. Je mets Cerudo parce que je vois pas Sterling l'amener. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je ne vois pas Je- l'amener et s'il l'amène, je ne vois pas le contrôler de toute façon. C'est lui qui va décider où le combat se passe. Ouais. Après, on peut avoir tu sais, la surprise d'un Sterling quand même qui arrive à trouver le chemin du dos, hein. Attention, on ne ferme pas, enfin, je sais pas pour toi, mais moi je ferme pas la porte quand même Ah non, pas à, du tout. à Sterling qui pourrait aller trouver le chemin du dos. Ça, c'est sur un round, il peut le faire. Maintenant, de là à le soumettre, c'est une autre histoire. Mais sur un round, il peut très bien surprendre Cerudo et puis lui prendre le dos, hein. De toute façon, c'est la première fois qu'ils s'affrontent. Donc forcément, quand tu découvres un adversaire, t'as pas toutes les clés encore contre lui. Donc tu peux toujours être surpris et toujours te faire prendre. Donc, euh, donc ouais, non, je ferme pas la porte. Mais sur l'entièreté du combat, bah, Cerudo, il a toutes les armes pour pouvoir effectivement, comme tu l'as dit, hein, dicter le chemin du combat, quoi. Donc, Ouais, après, c'est surtout défensivement parce que s'il essaye de l'amener, je pense même pas que Sterling va défendre plus que ça. non. Il va accepter le sol. Donc c'est vraiment Cerudo qui va décider quoi faire. Bah, surtout, Honnêtement, je pense que ça va rester debout. surtout qu'en plus, s'il l'amène avec son crochetage, il va tomber dans la garde de Sterling. Et donc, c'est là où il a vraiment envie d'être. Enfin, tu vois, il est très efficace avec sa garde. Donc oui, non, je pense pas que ça le dérange de toute façon de chuter de cette manière-là. Au contraire.
Je pense qu'il va même attaquer tout de suite. Je pense que même dans sa préparation, il a dû travailler des attaques tout de suite flush tu sais, dès que de Cerudo arrive dans sa garde à ce niveau-là, quoi. Donc, soit sur des triangles, soit sur des jujis, tu vois, enfin des transitions comme ça très rapides. Des trucs qu'il maîtrise très bien en plus. Ouais, bah, c'est pour ça. C'est pour ça. Bah, justement, on parle de transition On passe au parfaite. sol. Parlons du sol. Donc, le sol de Sterling, donc c'est son domaine. C'est vraiment son domaine. On le dit depuis tout à l'heure. C'est vraiment, il excelle dans ce domaine-là. Il est très dangereux et encore une fois, il est très opportuniste. Vraiment, c'est vraiment ça. C'est quelqu'un qui va chercher la soumission. Être bon au sol et être bon soumetteur, c'est deux choses différentes. Lui, on sait qu'il est bon soumetteur. Euh, euh, Parce qu'il la cherche en fait tout le temps, même si elle n'est pas courante. On l'a vu contre Staman. Tu vois, ce genre de soumission où le mec est dans le dos, il va venir chercher la jambe, il va attaquer une clé de jambe du dos de l'adversaire, enfin, c'est qui était en trépied, enfin en pont plutôt. Sur l'OS stretch. Ouais, tu connais ma passion pour les noms, ouais, je te fais confiance. Ça s'appelle Moi, comme j'ai ça. j'ai une devise. Connaître les noms, on n'en a rien à foutre. Ce qu'on veut, c'est savoir faire la technique. Ceux qui connaissent les noms et qui savent pas faire la technique, bah, ils perdent leur combat. Ceux qui savent faire la technique mais qui connaissent pas le nom, bah, ils gagnent leur combat. Il gagne le combat. Mais comme ça, vous pouvez taper sur YouTube et voir de quelle technique on parle. Vas-y, redis. Suloev stretch. Sulwave stretch. Ok. Suloev, c'est le nom du mec qui a inventé cette technique. Ouais, comme Qui sous. combattait au Pride et qui a été assassiné il y a pas longtemps, ou qui est mort en prison parce que c'était un tueur à gages de la mafia géorgienne ou un truc comme ça. Ah Ouais, ouais. une sacrée histoire. Putain, il est en train de nous faire les comptes du père Rusty. C'est dans ça que je l'ai vu en plus. Ah ouais? Ah putain, il nous fait du plagiat. Oh, on t'a trouvé, on t'a balancé. Ah, ils sont forts. Ah, historiquement, ils sont très forts. Techniquement, pas trop, mais historiquement, ils sont très très forts. Avec moi, ils sont forts. Euh, donc, il est connu, bah, effectivement, on l'a dit depuis le début, on va le redire une énième fois pour ses prises de dos et pour son RNC, Rear Naked Choke, c'est-à-dire qu'il est très fort pour étrangler dans le dos, même s'il n'a pas réussi à finaliser Petroyan et que je suis pas sûr qu'il arriverait à finaliser enfin je dis ça, c'est là où il va l'étrangler en 2 secondes, mais un Cerudo qui a des petits segments, petits mentons, tu sais, qui a tout d'un point de vue corpulence pour défendre. Mais effectivement, c'est sa grande force. C'est comme ça qu'il a soumis Sandhagen en 2 secondes, en passant dans son dos directement. Enfin, c'est vraiment sa grosse technique, sa grosse soumission. Et sa grosse faculté aussi, c'est de passer de la monte au dos, enfin, tu sais, de transitionner pour toujours avoir le contrôle. C'est en fonction de comment l'adversaire va réagir, comment il va essayer de sortir. Dès qu'il essaie de sortir du dos, il va venir, il va prendre la monte. Dès qu'il va de la monte, il va chercher, en fait, dès que l'adversaire va essayer de sortir, il va repasser dans le dos. Tu sais, cette transition-là, qui va lui permettre de garder le contrôle, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a le meilleur temps de contrôle, c'est parce qu'il est très fort là-dessus. Il a, il travaille tous les angles pour pouvoir reprendre le dos et reprendre la monte, tu sais, en fonction de ce que l'adversaire va lui proposer. Je le dirai jamais assez souvent, on ne garde une position que quand on accepte, enfin, on ne garde le contrôle que quand on accepte de laisser une position pour en prendre une autre. Si on s'acharne pour garder une position, c'est le meilleur moyen plutôt, de tout perdre, en fait, et de laisser l'adversaire sortir. Donc lui, il l'a très bien compris, il le fait très, très bien. Non, non, c'est le meilleur au sol, hein. Dans la KT, c'est un des meilleurs au sol, hein. Si ce Ouais, n'est le meilleur. ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Après, t'as Sandhagen qui rivalise quand même, hein. Pour le coup, là, c'est parce que voilà, il a été surpris en début de round. J'aimerais bien les revoir s'affronter les deux. Parce que Sandhagen, Sandhagen? Oh non, je le vois pas rivaliser. Oh non, même au jamais sol, de la vie. enfin, je parle au sol, hein, je parle tu sais, Ah des non, choses au sol. ah non, justement, pas au sol. Ouais. C'est un striker de ouf, Sandhagen, mais pas au sol. Non, En fait, Sandhagen, il peut te surprendre sur une soumission éclair, tu mais vois. en fait, c'est à ça que je pensais. C'est-à-dire que tu vas Ouais, se mais retrouver non. dans des phases de soumission, de trucs comme ça, de clés de talon, comme il l'a fait avec Dillashaw, tu vois. Oh, j'y Et, crois pas, surtout s'il est chez Renzo Grassi et clé de talon. Il a ouais, dû en bouffer. ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, mais j'aurais bien voulu. En fait, ce combat-là, j'aurais bien voulu le voir durer. Oui, C'est le problème. je C'est pense pour ça que j'aimerais bien le revoir. J'aurais bien voulu le voir durer. Là, il l'a le surpris. reverra. On verra par la suite. Quelque chose à rajouter? Non, il n'y a pas énormément de choses, hein. Non. C'est un sol, comme tu as dit, ouais, c'est prise de dos, recherche de l'étranglement. Il n'a pas un grand endpoint de ouf.
Non. Des bonnes positions. Ouais, c'est pas. Ouais, ce qu'il fait, il le fait bien. Mais de toute façon, souvent, soit tu as un bon ground and pound, soit tu as un bon jeu de soumission. Ouais. Tu as rarement les deux. Parce que de toute façon, sinon, si tu commences à frapper, tu laisses des opportunités à l'adversaire C'est de ça. sortir. Et si tu es un bon soumetteur, toi, tout ce que tu veux, c'est du contrôle. Oui. Et là où tu as le plus de contrôle, c'est quand tu frappes pas. Enfin, tu peux mettre des frappes intelligentes pour venir faciliter le fait de rentrer un bras ou quoi que ce soit. Non, mais même à partir du moment où tu frappes, tu exposes l'adversaire à se relever. Ouais. Donc c'est pour ça que les soumetteurs souvent frappent moins. Pas du tout, mais moins. Cerudo. Lui, Cerudo, c'est tout l'inverse. lui s'il va au sol, déjà il cherche pas forcément à aller au sol, mais s'il va au sol, c'est surtout qu'il a touché son adversaire. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça, c'est qu'il va finaliser le combat directement. Mais c'est surtout pour faire du grand and pound. Lui, voilà, comme tu disais, c'est tout l'inverse, il cherche le grand and pound. Et on voit qu'il cherche le finish. Tu vois, il envoie énormément de frappes. Il le fait vraiment très bien. Il y a deux positions dans lesquelles il se retrouve. Soit il est avec son adversaire qui est dos au sol, et donc il se retrouve un petit peu dans la garde de l'adversaire. Et là, comme tous les personnes justement qui sont pas très grands, il va être plutôt debout, plutôt fléchi, et ce qui va lui permettre de pouvoir se Un peu à déplacer. la Volkanovski Makachev. Un peu à la Volkanovski Makachev, exactement, où il va venir et il va pouvoir frapper très fort avec beaucoup d'amplitude parce qu'il est debout. Et donc ça le rend beaucoup plus efficace sur son grand end pound. Et surtout, ça minimise le fait de pouvoir pour lui, le fait de se faire soumettre. Parce que quand tu es debout, justement, par exemple, je sais plus contre qui, je crois que c'était contre, merde, on en parle depuis tout à l'heure. Putain, j'ai le nom, mais avec pas Dominique Cruz, mais contre Moraes. Moraes. Contre Moraes, où c'est Moraes qui Ouais, essaie de lui mettre un Juji. juji. Ouais. Mhm. Et comme il est debout, hop, il peut se glisser beaucoup plus facilement, se redresser et glisser beaucoup plus facilement. Donc c'est beaucoup plus facile pour lui. Et ça lui permet, encore une fois, parce qu'il se déplace énormément dans ses contrôles de grand end pound. Tu sais, pareil, il est jamais statique, il est toujours mobile. Il vient, il envoie des coudes, il envoie des points, il envoie ce que tu veux, mais en tout cas, il se déplace beaucoup. Il est dans la garde, il va chercher à être dans la demi-garde, il va chercher à faire évoluer sa position très fréquemment et très régulièrement, ce qui lui permet de maximiser encore le temps de contrôle et les dégâts. Donc ça, c'est si son adversaire il est dos au sol. Si son adversaire il est en turtle, donc s'il se met accroupi à quatre pattes, à ce moment-là, il va chercher en fait à se mettre sur le côté de son adversaire et à contrôler les hanches de l'adversaire. Ce qu'il faut faire de toute façon, puisque c'est les hanches c'est des hanches que va partir le fait de rouler, de recomposer Ouais. et de se relever, ce genre de choses. Et encore une fois, il est pas à genoux quoi. Il est encore sur ses pieds et il envoie avec son point donc qui est le plus excentré parce qu'il a la main qui contrôle la hanche et avec l'autre point, il envoie des multitudes d'uppercuts au visage, enfin de crochets d'uppercuts, vous l'appelez comme vous voulez en fonction de l'angle, mais avec une vitesse et une férocité, ce qui fait que l'arbitre ne peut qu'arrêter parce que l'autre n'a même pas le temps de se défendre. En fait, il en envoie tellement Non. que C'est l'adversaire peut vraiment, se défendre. c'est vraiment le truc à noter, c'est que quand il commence à toucher en grand end pound, en général, ça va arrêter. L'arbitre va arrêter peu de temps après. Ouais. Parce qu'il est tellement bon dans ses contrôles de lutte que de toute façon, il te laisse pas la possibilité de venir et de te relever. Tu peux plus te relever à ce moment-là. Donc oui, effectivement, comme tu cherches à te relever et tu prends les frappes, de toute façon, soit tu restes au sol et tu te protèges et tu prends moins de frappes, effectivement, mais comme tu réagis pas, tu vas te faire arrêter. L'arbitre Soit va tu essaies de arrêter. te relever et de toute façon, tu vas prendre des frappes et tu vas te faire arrêter ou tu vas prendre le KO. Donc il est efficace, que ça soit avec ses poings, que ça soit avec ses coudes. Euh, En termes de soumission, il tente pas grand-chose. Il a essayé contre Moraes, justement, le bras tête. C'était contre Moraes. Ouais, Je crois. l'Anaconda, je crois. Ou Dark, je sais plus. Non, c'est l'Anaconda. Effectivement, c'est l'Anaconda qui tente. Et donc, Oh, c'était bien défendu. c'était bien défendu. Mais tu sentais que de toute façon, c'est pas la soumission qui est le plus adaptée pour lui parce qu'il a des petits segments. Il était en bout de bras, ça se voyait, et Moraes était trop large. Ouais. Tu Et sentais que quand il ouvrait un peu, tu sais, il bougeait, ça faisait sauter son grip. c'est ça. D'une part, il a des petits segments. En plus, il y a les gants de MMA. Tu peux bien verrouiller comme tu voudrais. Bon, tu vois quand même qu'il est puissant parce qu'il arrive quand même à la prendre.
Mais bon, il Pas était son obligé de jeu. l'arracher, quoi. Ouais, Les soumissions, c'est pas son jeu. non, Cerudo, tu le sens. ouais. Donc voilà, c'est vraiment quelqu'un, voilà, quand il arrive sur le sol, c'est pour finaliser le combat. Mais vraiment pour finaliser avec beaucoup de violence. Il sent, on l'a dit de toute façon sur la boxe, il sent le moment où il est là pour finir. Enfin, tu sais, Ouais, c'est ça. Et puis, c'est pas un grappleur dans le sens où il va pas chercher à faire évoluer sa position, tu vois. Tu sais, dans la garde, il va se contenter de la garde. ouais, ouais, ouais. Bah, de C'est la pour ça que garde aussi, il va passer dans la demi-garde, quoi. Mais enfin, dans en la tout cas, garde au max, il va pas chercher à passer la garde et à monter, quoi. ça lui servira à rien de passer la garde. Non. Donc, On donc va voilà. du compte. Ouais. Donc finisseur, il y en a un qui est finisseur en soumission, l'autre qui est finisseur en grand endpoint. Les deux sont à l'aise quand même au sol, hein. Enfin dans les phases de sol, puisque pour le coup il est quand même à l'aise dans les phases de sol. Après on l'a Mais il a jamais vu, jamais été soumis, hein. hein, Il a jamais été soumis. il a jamais été soumis, mais parce qu'on l'a jamais vu en Non, mais déjà, difficulté. Enfin déjà il faudrait qu'on puisse l'amener au sol déjà pour qu'on le soumette. non, mais déjà, il a quand même passé un peu de temps au sol avec Demetrius. Ouais, Demetrius, on sait que c'est un monstre au sol. Il y a pas eu de danger, tu vois. non. Mais de toute façon il a le physique pour être relou à soumettre, tu sais. Petit, trapu, fort physiquement, une bonne technique, un C'est bon lutteur. un mental de ouf. Un mental de ouf, parce que c'est ça, on va en parler dans 2 secondes, mais il a un mental c'est un des meilleurs mentals de tout l'UFC, quoi. Donc oui, effectivement, c'est pas, ouais, effectivement, c'est ouf. Enfin, donc c'est un profil qui va être dur à soumettre. Ouais. Maintenant, si ça va au sol, je donne quand même l'avantage à Sterling. Bah pareil, Parce aussi. que, parce qu'il, je pense qu'il est meilleur. Et puis, physiquement, en plus, je pense que la différence, ça va peser. Oui. Je Oui, pense oui, pour le coup que si Sterling, il arrive à prendre une position forte, Cerudo, ça va être compliqué. Même s'il est puissant, même s'il est explosif, ça va être compliqué. mais je le vois pas forcément le soumettre. Du temps de contrôle, mais pas de la Je le vois pas. soumission. Non, je le vois pas le soumettre. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. Passons aux à côté. Donc, il y en a beaucoup plus pour Cerudo que pour Sterling, hein. Déjà, le premier, on en a parlé tout à l'heure. 3 ans d'absence. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Alors, 3 ans d'absence en tant que combattant. Maintenant, il a été coach de grands combattants pendant ce temps-là. Donc, on a C'est Weili ça. Zhang, on a comment, John Jones récemment. On a merde, Figueiredo. comment? Figueiredo. Figueiredo, je te capte mal en fait, c'est pour ça en fait, j'ai du mal à t'entendre. Figueiredo, on a eu aussi Prochaska, Prochaska qui s'est entraîné chez lui. Et quand on regarde bien, bah, toutes ces personnes-là, elles ont en lien le fait qu'elles ont eu la ceinture. Donc voilà, ça en dit long sur la qualité de coach, C'est pas le d'analyse. mec qui est parti, c'est pas le mec qui est parti à la retraite, qui est sorti complètement du circuit et qui Oui, revient 3 ans après. Non, il est resté au plus haut niveau. Il a coaché les meilleurs. Il a dû encore développer encore plus son analyse oui. parce Et que pour le plus coup, il aussi est son vraiment jeu. reconnu. Ouais, grave parce qu'il est encore à la pointe. Parce Bah, qu'il c'est ça. voit parce que le MMA il change continuellement. En 3 ans, ça a changé. Et lui, il Oui. est resté actif dans ça. C'est ça. Donc il a très bien vu, effectivement, très bien vu comment évoluer le MMA, tu l'as dit. Donc il a très bien euh, pu développer aussi de nouvelles compétences parce que forcément, quand tu coaches, donc forcément, tu t'adaptes aux personnes que tu coaches et à leur style. Et donc, il y a des choses que tu peux rajouter après dans toi, dans ta besace, tu vois. Parce que forcément, tu es obligé de les analyser, tu es obligé de les étudier, tu es obligé de les travailler pour pouvoir mieux t'en imprégner et pouvoir aiguiller ton athlète. Et donc pour le coup, c'est quelque chose qui est très, très important là dans ces 3 ans pour Cerudo. Alors après, ça veut pas dire que ça se trouve son style restera exactement le même, mais quand même, quand tu connais une technique, même si tu la fais pas, tu sais comment l'appréhender. Donc forcément, dans ta défense, tu es quand même mieux. Tu vois, c'est ce que je dis moi aux élèves, hein, tu le sais très bien. C'est-à-dire que quand je montre une technique, elle n'est pas forcément faite pour tout le monde, mais par contre, le fait de la connaître, ça veut dire que forcément, quand on va essayer de te la faire, bah, tu sauras quoi faire. Si tu la connais, tu sais comment la défendre. Tu as juste à faire l'inverse de ce que la personne veut te faire. Donc forcément, c'est intéressant à ce niveau-là. Et puis le Euh, point noté aussi, c'est que le mec revient 3 ans après, mais quand il est parti, il était au top. Tu vois, il part pas parce qu'il a enchaîné des défaites et il tente un retour. oui,
Le mec était au sommet. C'est-à-dire qu'il n'était pas inquiet, il est parti de lui-même. Donc limite, il a pris du repos, quoi. Il a pris du repos, effectivement. Effectivement. Il est encore jeune. Il a quel âge? 35, 36? Ah, ça, je sais pas. J'ai pas vu son âge. Enfin, j'ai pas prêté Pas attention si à vieux l'âge. que ça, en tout cas. C'est pas un vieillard. Non, non, non. Donc, on l'a dit, analyste de folie. On en a parlé tout à l'heure, un fight IQ aussi extraordinaire, c'est-à-dire il est tellement bon dans son fight IQ qu'il est capable d'analyser pendant le combat. D'ailleurs, c'est pour ça que dans le premier round, en général, il y a un peu de domination de son adversaire, mais parce qu'il analyse pour ensuite pouvoir ajuster. Mm. Donc voilà, en plus c'est un combat en 5 rounds, donc il a largement le temps d'analyser pour ensuite capitaliser sur ce qu'il a vu. Et contrairement à Petroyan qui va souvent à la décision, lui, il va finaliser les combats quand même, tu vois. C'est-à-dire que quand il a analysé, il part pour ensuite aller chercher à terminer le combat. En tout cas, Ouais. dans les derniers affrontements qu'il a fait. Euh, et après, on en parlait il y a 2 secondes. Mais au niveau de la préparation physique et au niveau du mental, il n'y a pas meilleur que les lutteurs et encore plus les lutteurs olympiques. Donc, il sait ce que c'est que se faire mal. Il sait ce que c'est que d'être dans le dur. Il sait ce que c'est que de combattre au plus haut niveau. Il est double champion UFC. Il est champion olympique en lutte. C'est le Graal. C'est vraiment une des médailles les plus Les dures à plus obtenir. difficiles à avoir. Donc le mec, on le sent, on le sait, c'est un animal. Il est déterminé. Tu le vois dans son regard, tu le vois dans ce qu'il dégage. Tu sais, dans l'aura qu'il dégage. Quand même contre Moraes, où au début tu sens que tu sais, tu vois dans le regard qu'il est un peu surpris, mais très rapidement il arrive à se réajuster Ouais, mentalement. Et voilà. par la Et, guerre. et là, tu as son regard. En plus, il a des yeux noirs. Tu sais, il a le regard noir qui est là. Et le mec, il est déterminé. Et ensuite, et puis, il sait qu'il fait partie des meilleurs. On l'a vu, là, avec John Jones. Tu sais, quand ils font le bruit du GOAT, tu sais, quand ils bêlent comme une chèvre, là, il sait qu'il fait partie des GOAT. Pour lui, il est convaincu qu'il fait partie des GOAT. Et Et non d'ailleurs, seulement il le sait, mais en plus il veut le prouver. oui, Il est en mission, hein, à la manière d'un John Jones qui revenait. Lui, il est oui. en mission. Parce qu'il n'a pas la place qu'il devrait avoir d'après lui. Oh, vis-à-vis des gens, vis-à-vis des Vis-à-vis personnes, des gens, bien sûr. ouais. Bien Oui, oui. sûr. Donc effectivement, c'est vrai que c'est ça. Et puis il veut marquer l'histoire. Il veut marquer l'histoire, aller chercher le troisième titre de champion de l'UFC. Et donc il doit passer par cette étape Sterling. Il doit d'abord reconquérir son titre avant, parce qu'il peut pas reconquérir le titre du tout parce que la KT n'existe plus, mais il doit reconquérir. Si, bien sûr qu'elle existe, la KT. Mais c'est Moreno, le champion. C'est Moreno. Moreno, Oh là là, mais quel caca. les Le mec gars, a supprimé une KT. non mais mais vous le savez pas encore, mais elle n'existe plus. Bientôt. Ah, C'est c'est en parce que je projet, suis j'en dans les petits parlais. papiers. Je suis dans les petits papiers de Dana White, elle n'existe plus. Non, non, c'est juste qu'il est très tard, que j'ai eu une journée très compliquée et que je suis fatigué. Non, oui, donc il va récupérer cette ceinture-là et après il va aller chercher, il va tenter d'aller chercher Volkanovski. Mais en tout cas, il doit passer cette étape Sterling. Il a pas le choix. On le dit depuis le début, mais il a pas le choix que de la passer. Donc voilà, c'est important, c'est important. Donc il est déterminé. Il sait que s'il ne fait pas ça, s'il ne passe pas ce combat-là, derrière tout le reste, bah il peut repartir à la retraite, quoi. Bah, c'est ça, en fait, hein. Clairement, s'il passe pas Sterling, est-ce qu'il va se retaper? Est-ce qu'il va vouloir se retaper un run? Non, Parce que c'est un bourbier, la KT, hein. c'est un bourbier et puis surtout il est tellement, il commence à devenir tellement bon et tellement reconnu dans le coaching qu'il n'a pas forcément d'intérêt à rester et à recombattre, tu Mm. vois. Donc c'est pour ça. Non, non, il ne peut que perdre contre un Volkanovski, où là tu te dis, voilà, il a été chercher le step supplémentaire encore. Et donc s'il perd contre Volkanovski, bon, bah là, c'est pas grave. En soi, c'est pas grave, hein. Tout le monde excusera à ce niveau-là. Par Oui, contre, bah oui. Sterling, non, il peut pas. Il peut pas se permettre de perdre. Donc voilà. Et après, les à côté pour Sterling, il n'a pas énormément, hein, à part, comme on le disait tout à l'heure, hein, son Je suis pas au physique courant, en tout cas. extraordinaire. Ouais, mis à part ça. Voilà. Mais sinon, il n'y a rien de particulier. Tu vois d'autres à côté, toi, pour Cerudo? Non. Non. Ah, le game plan. Alors, c'est là où c'est compliqué. C'est compliqué, le game plan. Euh, C'est moi, super. Sterling, de toute façon, je le vois faire un combat comme contre Yann, le deuxième. Tu vois.
C'est dans l'idée. C'est-à-dire que utiliser beaucoup sa boxe, ses front kicks, essayer de bien gérer à ce niveau-là, euh, pour masquer sa boxe, pour masquer sa lutte, en fait, et d'essayer de shooter. De toute façon, il va devoir shooter. Il va shooter. On sait que D'accord. quoi qu'il arrive, il va Il faut qu'il shooter. lutte. Il faut qu'il Voilà, lutte. Que ça rate ou pas, il faut qu'il lutte. c'est ça. Il faut qu'il le lutte. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Et je pense que, par contre, s'il voit que niveau lutte, ça ne passe pas, il a tout intérêt à scorer ses points, tu sais, en gardant sa distance et en gardant en fait Cerudo à distance. C'est vraiment aller chercher une décision, parce que bon, mettre KO Cerudo, ça va être compliqué, à moins qu'il fasse le con et qu'il descende sa tête pour aller chercher une jambe et qu'il se fasse connecter par un genou, ce qui n'est pas impossible. Mais c'est pas, on l'a dit tout à l'heure, il n'a pas le KO punch. Donc ouais, Ah, mais non, sur un genou, non, sur un genou, tout le monde peut tomber. hmm. Oui, non, mais c'est ça où je te dis, en fait, c'est le genou qui pourrait le connecter, mais sinon, sur le reste, Oui, s'il n'a pas le KO sur punch. la boxe, non. Il l'éteindra pas. Donc, enfin, le KO punch, le KO power, je lui ai dit que j'étais fatigué. Pour le coup, ouais, non, effectivement, ça serait vraiment ça où il faudrait juste qu'il score ce qu'il faut pour aller gagner à l'expérience. Enfin, tu sais, pas à l'expérience, mais à la gestion de son C'est combat. compliqué, hein. C'est compliqué de gagner à la décision contre ce Cerudo-là. Parce que lui, il sait que s'il a 3 rounds, s'il perd les 3 premiers, il sait qu'il a perdu, il va à la guerre. Il va Ouais, te rentrer dedans, c'est sûr. Psychologiquement, c'est sûr. Il acceptera jamais de se laisser perdre par décision. ouais, 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 je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais en tout cas, voilà, c'est le chemin. Si en tout cas en lutte, c'est vraiment trop compliqué et qu'il se fait stopper tout de suite instantanément comme il stoppe les autres, c'est-à-dire avec son over-under où il le relève et il écoute petit, c'est bon. Arrête, c'est bon. Tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, effectivement, non, c'est ou en le sprawlant salement, parce que si Petroyan il a réussi à sprawler Sterling, Cerudo normalement. Enfin, tu vois, franchement, honnêtement, à part les deux petites erreurs où il a réussi à prendre le dos, où il a réussi à passer derrière, sinon la lutte de Sterling, elle a quand même été très bien gérée par Petroyan. Petroyan, Oui, bon, il défend bien la lutte, mais c'est pas Cerudo, quoi. ouais, je suis d'accord. Donc, euh, donc voilà. Quant à Cerudo, euh, eh ben, il doit presser Sterling. De toute façon, il va lui mettre la pression. Il doit lui mettre la pression, de toute façon. Parce que Sterling, il a tendance à reculer et justement à se retrouver un peu dos à la cage et puis à passer à droite à gauche. Donc continuer à mettre la pression. Euh, Ensuite, comment dire? Ensuite, le forcer en fait, pour le forcer en fait sur le takedown, l'obliger à forcer le takedown. Euh, attends. Je me suis fié dans mes notes. Oh, putain, je me suis perdu dans mes notes. Attends, c'était. Ah, j'ai fini de prendre mes notes, en général, la fin de mes notes, c'est une catastrophe. Déjà que j'écris pas super bien avec sur l'iPad, mais alors, Ouais, la fin, c'est une catastrophe. Laissez tomber. On sent que j'ai envie de finir. C'est vraiment ça. Il était 3 le heures mec du est matin pressé. quand j'ai fini mes notes. Il était 3 heures du matin quand j'ai fini mes notes. Non, mais ouais, donc ouais, c'est vraiment ça. Ce que je voulais dire, c'est que l'obliger à chercher à partir dans les jambes, comme on sait qu'il va chercher bien bas, créer la collision avec son genou. En fait, moi, je le vois bien aussi essayer peut-être de créer la collision avec le genou. Tu sais, comme il a tendance aussi à partir les bras en avant et de descendre enfin, à distance, tu sais, et qu'il a largement comment dire, il sait tellement lire la lutte de ses adversaires qu'il sait très bien quand déclencher. Et on a déjà vu sortir ses genoux sur les descentes de ses adversaires un peu dans les jambes. Tu vois ce que Cerudo? je veux dire? Ouais, c'est Rudo. Et moi, je l'imaginerais bien sortir un genou à ce moment-là. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'avais mis. En fait, le forcer, lui mettre la pression, le forcer à shooter pour ensuite sortir son genou. C'est vraiment ça. Et à partir du genou, une fois qu'il l'a sonné, venir derrière le terminer en grand endpoint. Ouais, c'est compliqué. Je sais pas. Franchement, le game plan, il est super compliqué. C'est pour ça que Parce j'ai pas. que les deux s'annulent pour moi au niveau du sol, dans le sens où Cerudo est meilleur en lutte et Sterling est meilleur au sol. Donc, je pense pas que ça ira au sol. Ça va se régler debout. Et je sais pas. Je sais pas. Honnêtement, je vois Sterling quand même le noyer un peu.
J'arrive à voir Sterling le noyer avec ses frappes. Ouais, donc Après, le game plan, tu verrais le game plan que j'ai donné pour Sterling, en fait, fonctionner. Enfin, être je pense que c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, sur 5 rounds, c'est compliqué de faire ça à Cerudo. Parce que comme tu as dit, il va adapter. Cerudo, en fait, le game plan, il est difficile de le prévoir parce qu'il va l'adapter en cours de route. Ouais. Oui, parce qu'en fait, ce que je donne là, c'est pas un game plan. C'est quelque Ouais, c'est chose pas un qui game peut plan. arriver. C'est un Ouais, fan match qui peut arriver. ouais. C'est-à-dire dans le sens où, effectivement, s'il met la pression à son adversaire, que son adversaire vient shooter dans les jambes, il sort son genou, La il pression, te il va la sonne. mettre. C'est son jeu. Bah, c'est ça, c'est ça. Donc finalement, on n'invente rien quand on dit ça. On sait qu'il va lui mettre la pression. On sait qu'il va essayer de le mettre dos à la cage. C'est comme d'habitude. De toute façon, si je devais donner son game plan, ça serait dans les débuts, premier round, il va arriver, hop, low kick, et puis après, il va sortir ses points, et puis après, il va ajuster en fonction de comment son adversaire va réagir. En vrai, le vrai game plan qui va se passer, c'est celui-là. C'est ce qu'il a fait contre les autres, c'est ce qu'il fera toujours, et puis voilà, et jusqu'au moment où il va réussir à le connecter juste ce qu'il faut pour pouvoir derrière finaliser sur son grand endpoint. Puis voilà, c'est ce qu'il a fait avec les autres. Tu vois. Ouais. Donc finalement, le game plan, il est là. Maintenant, c'est plus un fait de match où je me dis que dans le cas de figure où de toute façon Sterling va chercher à lutter quoi qu'il arrive et qui descend de loin, enfin tu vois, qui vient pas au contact, comment dire, il est pas, c'est pas quelqu'un qui va venir au contact et il va forcément partir, il va shooter. Tu vois, je l'ai dit tout Mhm. à l'heure, il shoot. Donc le fait de shooter, tu prends comment dire, un Cerudo qui vient et qui le stoppe et qui envoie son genou au passage, tu vois. Tu sais, quand je dis ça, alors attention, je vais préciser. Je dis pas qu'il va envoyer son genou sur le shoot. Dans le sens où, comment dire, là, tu as une chance sur deux de tomber. Enfin, tu vois, t'es pas sur tes appuis, t'es plus sur tes appuis, donc c'est pas bon. Mais je le vois bien, en fait, le stopper. Et quand Sterling va se relever, va commencer à se relever, c'est-à-dire qu'il aura quitté les mains du sol, parce que forcément, il faut pas qu'il le fasse comme Petroyan, mais il sera à la bonne hauteur pour envoyer les genoux. Tu vois ce que je veux Ouais, je dire? vois ce que tu veux C'est dire. plutôt dans ce sens-là. Donc, Parce que de vu toute qu'il est grand, façon, il est plus grand que lui, aller le chercher pour balancer ses genoux, c'est compliqué. Tu ouais, vois? sur une phase de rupture de contact un peu. Mais C'est, de toute façon, sur toutes ces phases-là, Cerudo, il sera dangereux. ouais, Sur toutes les ruptures de contact quand ils seront proches, il sera dangereux, que ce soit avec son genou, comme tu as dit, ou avec ses crochets. ouais, ouais. Mais c'est là où il y a le plus de risques pour lui, effectivement. C'est là où je vois le plus de risques. Donc c'est pour ça que j'ai eu ce petit chemin qu'on peut même pas appeler game plan en fait, mais ce petit chemin où je me dis que c'est une solution. Profiter du fait que Sterling soit à sa hauteur entre guillemets pour pouvoir lui asséner ses genoux. Parce qu'on sait que pour Cerudo, c'est quand même une arme qui est très très dévastatrice. Pour Ouais. le coup, il est très puissant sur ses genoux. Donc bon, effectivement, c'est très dur. Celui qui nous donne le game plan là directement pour un Cerudo, je lui dis chapeau. Qui nous donne un game plan qui va se passer ce week-end à la lettre, je lui dis chapeau. Parce que je suis même sûr que Cerudo, même s'il a mis son game plan en place, voilà, on l'a dit, c'est quelqu'un qui va s'ajuster et qui va s'adapter. Donc même lui, il sait pas encore ce qui va se passer. Il a une idée, mais il sait pas encore ce qui va se passer. Maintenant, on a confiance en ses capacités d'analyste pour aller déjà commencer comment dire, à noter les phases sur lesquelles il aura un ascendant et quoi faire dans ces phases-là. Tu vois. C'est vraiment ça, décortiquer le jeu de Sterling pour trouver des failles. Il y a de quoi, hein, parce qu'il a fait tout le 5 rounds contre Yann, où ça va pas mal au sol. Donc il y a pas mal de choses à analyser, hein. Ouais, ouais, je suis d'accord. Ouais. En tout cas, j'ai hâte de voir ce combat. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Il est dur, hein. Enfin, il est vraiment dur à pronostiquer. Ouais. Ouais. Et c'est ça qui le rend intéressant. Mais c'est vrai qu'il est Ouais. dur à pronostiquer. Pour un pronostic de ce combat-là, ouais, c'est vrai que c'est. Toi, t'as mis quoi, toi, d'ailleurs? Pronostic. Parce que tu m'as dit que Euh, tu changeais en cours de route. C'est-à-dire que là où c'était clair dans ton Avant de esprit. faire l'analyse, pour moi, c'était Cerudo. Quand on en parlait, quand ils avaient annoncé le combat, je voyais Cerudo. Après analyse, j'ai changé. Je vois Sterling. Je vois Sterling par décision. Ah, tu vois, c'est Mais marrant. serré. Serré. C'est marrant parce que je vois Cerudo par décision, mais serré.
serré. Non, c'est C'est vrai, chaud. je vois Cerudo par décision parce qu'il est capable de mettre le volume qu'il faut lui aussi pour pouvoir toucher plus que Sterling. Il est capable de l'empêcher complètement, d'annuler complètement la lutte de Sterling aussi. Il est capable de, lui, par contre, d'amener quand il le faut pour scorer un takedown. S'il se décide de lutter correctement, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est plus de la fainéantise que du manque de technique, hein. Quand il a envie d'amener, il amène. Moi, je le vois faire juste ce qu'il faut pour aller gagner un combat, quoi. Et il sait Franchement, très je bien. pense vraiment qu'on sous-estime le gabarit de Sterling. C'est un monstre. Oui, Là, non, pour le je coup, le pour le sous-estime coup, pas. pour le coup, sur les 3 années là, ce qui a évolué, c'est ça. C'est les mecs qui affrontaient Cerudo à l'époque, ils ont pas le même gabarit que les bantams de maintenant. Ah, Moraes, il avait un sacré physique quand même, hein. Autant je suis Ah, d'accord avec toi pour Cruz, je suis d'accord avec toi pour Dillashaw qui, tu l'as dit, a été descendu, donc il était blafard, c'était l'ombre de lui-même. Mais par contre, Moraes, il avait quand même un sacré physique, hein. Mais en termes de taille, en termes de taille, en termes de style aussi. ouais. C'est un kicker, Euh, ouais, c'est pas pareil. non, je suis d'accord. Maintenant, effectivement, ouais, en fait, moi, je minimise pas du tout, parce que j'en ai parlé tout à l'heure, le physique de Sterling. Mais, euh, mais je minimise pas non plus la capacité technique de Cerudo. C'est-à-dire que je suis sûr qu'avec la technique qu'il a, la force qu'il a en lutte, enfin, il est capable d'amener n'importe qui, quel que soit le physique, entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Il est tellement propre techniquement, il est tellement fort techniquement que je suis sûr que le physique, alors je mets des guillemets sur des gros physiques, mais importe pas plus que ça. Tu vois que s'il veut t'amener, il va t'amener. Il est tellement bon physiquement. Parce que quand tu regardes, enfin, tu vois, je suis sûr qu'il a lutté avec les mecs qu'il a coachés. Tu vois, les Prochaska, les mecs comme ça, qui sont dans des catés beaucoup plus hautes. Tu vois ce que je veux dire? Et je sais pas, je me dis qu'il sait faire contre toutes ces personnes-là, tu vois. Je sais pas, je l'imagine, moi, lutter contre eux et arriver à les amener. Moi, j'imagine pas. Ouais, mais pourtant, je sais pas, tu sais, quand t'as ce niveau-là, enfin, nous-mêmes, on a tous lutté contre des mecs qui sont plus petits que nous, plus légers que nous, et qui sont tellement bons techniquement qu'ils vont t'emmener quand même. Et là, on Ouais, mais parle là, d'un mec ils qui est sont tous champion bons techniquement. olympique. Hein? Ils sont tous bons techniquement. Non, non, je pense qu'il peut l'emmener. Je parle pas de ça, hein. Bien sûr qu'il peut l'emmener. Mais je pense que sur les 5 rounds, je pense que le poids de Sterling va peser sur lui. Ça va être compliqué. Ça va le fatiguer. Ouais, on va voir. On va voir. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte d'avoir des réponses, en fait, tout simplement. J'ai hâte d'avoir des réponses. Et en fonction de ça, on pourra savoir et comprendre si, s'il a vraiment une chance pour le triple C, si jamais, enfin le quadruple C, parce que ce serait le quadruple C, il serait quadruple champion, si, comme il compte son titre olympique contre Volkanovski. Si c'est compliqué là contre Sterling, même s'il gagne, bon, derrière, c'est même pas la peine d'essayer de monter. Franchement, j'y crois. Là, comme ça, là, j'y crois pas. Mais Moi, j'aimerais bien le voir. moi, j'attends de voir. J'attends ce combat pour pouvoir être sûr de oui ou non si c'est possible ou pas. J'attends. En tout cas, cette UFC-là, pour nous, c'est du caviar, hein, parce que niveau jiu-jitsu brésilien, on est là, hein. Si Ah, tu comptes Kron Gracie qui fait son au retour. retour. Donc, on va voir après tout ce temps d'arrêt ce qu'il a travaillé. Est-ce que ça sera le même qu'on a déjà vu? Est-ce qu'il a fait des adaptations? Est-ce qu'il a amélioré sa boxe? Parce que son sol, il n'y avait rien à ajouter, hein. Sa lutte et sa boxe. On va voir ça. Moi, j'attends aussi ce combat-là avec impatience. Ça sent Euh, grave. Bryce Mitchell, toujours au sol, hein, magnifique. Que ça soit Gilbert comment Burns. Burns contre Belal Mohamed. Moi, j'entends aussi beaucoup ce combat Oui, parce parce que que normalement, le combat prévu, c'était Oliveira contre Dariush, qui a été annulé. ouais. Ouais. Ce combat, j'aurais vraiment voulu le voir. Mais bon, ça va. Ils nous ont mis un bon combat de remplacement.
Ouais, Burns, Belal, ouais, c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Surtout que Belal Mohamed, bah, on va voir vraiment s'il a le niveau pour aller chercher la ceinture maintenant, parce qu'on en parle depuis longtemps. On sait que bah voilà, il grimpe petit à petit, que c'est un des combattants qui qui paye pas de mine, tu sais, d'un point de vue communication, mais par contre, on sait que Même d'un point de vue style, tu vois. ouais, Il a pas un style flamboyant, mais il fait le taf. mais il fait le taf dans la cage. Donc on va voir contre Burns. Burns qui lui a changé sa manière de faire, qui remet un peu plus de sol dans son escarcelle. Donc on va voir ce que ça va donner. On n'oublie personne. Kron Gracie, Ici, il y a un Mitchell, autre combat, mais Burns. je sais plus qui. Je sais plus qui. Euh, Il y a un combat féminin, je crois. Il y a un combat Attends. féminin, Oui, mais oui, je sais pas. je parlais des gens du sol, moi, tu sais. Attends, je dis ça. Non, Ah, non, on oublie personne. ouais, c'est Andrade contre Xiaonan. Oui. Bryce Mitchell, Kron Je crois qu'on Gracie. oublie pas, hein. Non, non, c'est tout. Ouais, ouais, c'est tout. Mais ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Parce qu'il y a Euh, Rodolfo qui a combattu ce week-end là. oh, Peut-être que dans ta tête, tu pensais à lui. peut-être. Oui, bah en plus que quand j'ai pensé à lui, j'ai pensé à lui et j'ai regardé le combat. Je vais pas te mentir, je l'ai regardé juste avant. Je l'ai regardé tout à l'heure. Bon, Et j'ai pas vu le combat, j'ai juste vu qu'il avait gagné par soumission. oh là là. Ouais, C'était dur? franchement, il y a rien à dire. C'est dur, c'est dur. Il a Ah peur ouais? des frappes. Ouais, ouais. Il a peur des frappes. Enfin, depuis le début, hein, de toute façon. C'est depuis qu'il a commencé le MMA, ça a toujours été. Ses coachs ont toujours dit que c'était celui qui avait le plus de peur de prendre des coups. J'avais vu un documentaire entre lui et sur son évolution MMA et Bruno Malfacine. Et Mhm. Malfacine, lui, justement, il a jamais eu peur des frappes. Il a toujours été lucide sur enfin, tu sais, yeux ouverts et tout. Et puis, c'était pas mal. Autant Rodolfo Vieira, il y a toujours eu ce truc. En fait, il se bat contre ça, contre le fait, enfin, pour le fait de garder les yeux ouverts. Et puis, Ouais, ouais, quand on est là, c'est compliqué. mais ouais. Et donc, tu vois, donc, il va chercher la lutte. En fait, il fait comme d'habitude, quoi. Il va chercher la lutte. Il crame beaucoup d'énergie. Il y a un moment où il prend un gros crochet parce que il y a un arrêt. Il met un coup dans les parties de son adversaire. Son adversaire, au moment où il repart, il lui met un gros crochet. Il fait l'ascenseur. Il arrive à se glisser en dessous. Je vois exactement le genre de combat. Voilà, il prend la demi-garde. Il arrive à quand même à remonter. Il arrive à l'amener au sol. Mais je crois que c'est dans le premier round où il prend une guillotine. Oui, oui, c'est dans le premier round. Il prend une guillotine où tu sens qu'il grimace. Enfin, tu sais, il était à deux doigts de se refaire encore soumettre. Enfin, Mhm. quand je dis à deux doigts, j'exagère, hein. Mais bon, il arrive quand même à sortir. Il prend le bras-tête. Après, donc ça s'arrête. Deuxième round, il arrive à repartir en lutte. Il vient, il le colle, il le cale à la cage. Il l'amène au sol, il reprend le bras-tête, ça passe dans le dos, enfin il étrangle, enfin bon, bref. Euh, c'est un bras-tête, non, non, c'est un bras-tête sur lequel il finalise. Mais tu sens que quand il se relève, tu sais la délivrance, quoi. Oh, putain, j'ai gagné, oh, Ouais, il est surpris lui-même, quoi. le mec, C'est, il doit être crispé, il doit. Ouais, laisse tomber. Ça ah, n'ira jamais très haut. non, ça n'ira jamais très haut. Et moi, enfin, qui suis fan absolu de Rodolfo, que j'avais la chance de rencontrer à la Z-Team, qui est un des Ouais, GOAT mais tout le monde n'est pas fait pour le MMA, hein. ouais. Et c'est Mais financièrement. je pense qu'il finit son contrat et il arrête. Ouais. Mais ce qui est dommage, c'est, tu vois, un mec comme Rodolfo, aujourd'hui, peut-être il serait peut-être resté dans le jiu-jitsu brésilien parce qu'il y a plus d'argent à faire aujourd'hui, tu vois. Mais Clairement. il a été comme contraint, en fait, de faire la transition avec le MMA, comme beaucoup, pour le côté financier. Et en fait, tu te rends compte que le côté financier, ça fait pas tout, quoi. Enfin, Mhm. tu vois, là, il a une ouverture encore ici. Enfin, il aurait pu se prendre un KO. Moi, ça me fait du mal, en fait, d'un mec que j'ai autant idolâtré, tu sais, de le voir finir comme ça. Enfin, finir comme ça. Il gagne. Tu vois, on va pas se mentir, il a eu qu'une défaite finalement. Mais tu sens Mais que c'est ouais, laborieux, tu sens que ça va pas monter très haut, quoi. Tu sens qu'il lui trouve des adversaires qui collent bien avec lui et qui le font pas monter. Que même l'UFC, en fait, le respecte assez pour pas le faire monter. Le faire monter dans les mhm. rankings avec des adversaires plus forts, quoi. Donc, euh, donc ouais, ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. C'est ouais, moi ça me chagrine, ça me chagrine. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc là, on a fait l'analyse, on a fait le pronostic de ce combat-là, du main event. Le débrief.
sera fait avec nos collègues amis du podcast Octogone. Dimanche, ça sera enregistré dimanche. Donc ils nous ont gentiment invités à participer à leur débrief. Donc on en discutera justement parce que il y a une carte dont l'empreinte jiu-jitsu brésilien est très forte. Donc c'était pour ça. Ils nous avaient dit qu'ils nous inviteraient sur une carte comme ça. Donc c'est ce qu'ils ont fait. Donc on les remercie déjà. Donc Ouais, Octogone, c'est cool. plus vieux podcast de MMA français, hein. Il date de 2011, leurs premiers Ouais, épisodes. c'est ce que tu m'as appris la dernière fois. Ouais, donc c'est un honneur hein, de partager le podcast avec eux. Donc je sais pas Seb si non Rolly Seb, ça Seb Rolly. On dit nos vraies Ah, identités maintenant. Je sais pas je si sais on pas fera quoi. notre débrief de notre côté. Je sais pas si ça aura une véritable utilité. Tout dépendra de comment s'est passé le podcast avec eux et de s'il y a des choses, enfin, si on a pu aborder avec le temps qu'ils ont. En fait, c'est surtout ça, hein. Le temps imparti, comme on sera quatre à parler, c'est toujours plus, le temps de parole, il est toujours plus bas que quand on est que tous les deux. Mais en fonction de ce qu'on aura pu dire, de ce qu'on aura analysé dans leur podcast de cet UFC-là, soit on fera notre débrief, soit on vous invitera à aller écouter juste le podcast Octogone. Donc voilà, qu'on essaiera si possible de mettre aussi sur nos réseaux. Donc voilà, on fera le débrief avec eux. Ça va être très très compliqué, enfin surtout pour moi, parce que toi je suis pas sûr que tu viennes à l'entraînement le dimanche matin, je suis sûr que non même. Oh non. Oh, Mais c'est sûr. mais moi, ça sent la nuit blanche. Pour regarder l'UFC dans la nuit de samedi à dimanche, le cours de 10h à midi. Et ensuite, il va falloir que je trace pour qu'à midi et demi, je sois frais et dispo. Enfin surtout dispo. Parce que frais, Ouais. je ne serai pas Ouais, je sais pas, mais pour enregistrer le podcast. Donc ça va être. Si je dis des conneries, va falloir m'excuser, hein. C'est que vraiment, je serai dans la sauce et je serai dans le mal. Donc voilà. En tout cas, je pense qu'on a fait le tour. On a fait oui. que ce combat-là, mais je pense que voilà, c'était suffisant parce qu'on est déjà à 1h47 de podcast. Enfin, ou peut-être Sérieux? 1h30. Ouais, ouais. Non, mais après, on a un peu bugué au début, mais on est à plus d'1h30 de podcast déjà. Donc, Ouais, euh, on a une routine, quoi. donc la routine. Donc voilà. En tout cas, Octogone, ils sont pas prêts. Octogone, quand on va faire toute la carte, on va faire 8 heures. Ils sont pas prêts. Ah, ils savent pas qu'on met, ouais, c'est ça, on met une par combat. Non, on va les laisser faire les prélims. Déjà, on va les laisser faire les prélims parce que je suis pas sûr qu'on les voit les prélims, mais en tout cas, on fera au moins la main card. De toute façon, je sais pas comment ils font. Moi, je les respecte Octogone parce que ils parlent de combattants. Je sais, enfin, même les noms, je les ai jamais entendus. Ils connaissent leur style et tout ça. Ils font un travail que nous, on est incapable de faire. Enfin, je vous l'ai déjà dit, il y a des gens qui sont capables d'analyser tout le monde et il y a des gens qui font l'analyse que de deux, trois personnes. Enfin, comment dire, il y a des encyclopédies qui connaissent tous les combattants. Et puis, il y a des gens comme nous qui, voilà, on nous dit, voilà, analysez telle personne, on le fait, c'est tout. Après, le reste, je connais pas. Me demandez pas le style de Devin Clark contre Kennedy Nzechukwu Wu, parce que je ne saurais pas qui c'est. Je sais pas. Là, je découvre les noms. Kao Williams, ouais, ça, je connais. Bon, ok. Mais bon, sinon, ouais, Matt Frevola contre Drew Dober, ça va. On connaît, on connaît. Ça passe. Mais bon. Mais quand même, c'est pas notre truc. Donc on va déjà regarder la carte principale, on va essayer de parler correctement de la carte principale. Ça leur fera gagner du temps. Et puis on monopolisera moins la parole. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, que ce soit sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube et partout. Merci parce que là, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de vues, justement, notamment Oui, grâce à Octogone et Café Crème Sport aussi plus de mention, ouais. qui a parlé de nous. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est cool. Franchement, depuis ce temps-là, enfin, on a eu beaucoup plus de liens et de connexions avec les autres podcasts, avec RMC Fighter Club aussi. On a beaucoup de liens avec eux. Enfin, moi, je me suis beaucoup entraîné avec Monsieur Jonathan McCardy là à la Gracie Barra. Il m'a gentiment invité. Donc voilà, on tourne ensemble de temps en temps. Il tourne très bien, ce Jonathan McCardy. Il tourne très bien. Et donc voilà, je leur fais une dédicace d'ailleurs à la Gracie Bar à Paris, Jules Cafetao et tout ça, je sais qu'ils nous écoutent. Donc voilà, ça fait plaisir. Et puis voilà, donc c'est bien, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, on sent qu'on a plus de vues, on a plus de followers. Donc Ouais. voilà, Mais on là, ça espère fait que un ça va moment continuer. qu'on n'avait pas fait d'épisode en plus, hein. Ouais, 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 c'est vrai. Donc, à un moment, on a enchaîné.
Oui, et après il y a eu un gros trou en fait. Il y a eu un mois où il n'y a pas eu d'UFC numéroté et puis on devait faire un épisode et puis entre-temps hors Comme d'hab, série on a et rien puis fait, quoi. et on n'a rien fait. Mais il y a beaucoup de choses, il se passe beaucoup de choses dans notre vie. Mais je peux pas aller combattre à la Gracie Barra et faire des podcasts aussi. C'est vrai, C'est de la c'est faute vrai. de Jonathan McCarty. En fait, il nique la concurrence. C'est ça en fait l'histoire. Il C'est est qu'il malin, il est m'invite à malin. aller tourner pour que j'ai plus l'énergie pour faire des podcasts. Je t'ai grillé, je t'ai grillé. Et donc voilà. En tout cas, on se dit donc à la semaine prochaine pour le débrief avec Octogone. On vous souhaite un bon UFC. Et puis, je crois qu'il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut!